Oh, ah bon, ah ben on va attaquer. Allez, c'est parti. Quelqu'un qui est perdu au jardin. Hein? Ils entendent quelqu'un qui est perdu dans le compost au jardin. Il y en a encore au jardin de poste. Bon, on verra bien. Ils vont revenir. Hein. Allez, on est parti. Un petit son de cloche pour réveiller les... Réveiller, mais... Ouais, on a encore dit une bêtise pour commencer. Mais... oui. Vous savez pourquoi on a mis ça? Non, mais ça, c'est pour remplacer la cloche dans les églises. Quand on fait aller cette cloche, tout le monde a l'habitude de se taire. Et la cloche ici, c'est vraiment pour faire parler. Parce que moi, j'ai un complexe depuis que je suis tout petit, que quand on allait cette cloche, et que le curé il montait, il racontait tellement de bêtises, là, il ne pouvait pas lui répondre. Hein. Et ça m'est resté sur la patate encore toute ma vie. Hein, qu'on ne peut pas... ouais, voilà. Et ça rappelle comme ça, le beau temps, là. Mais c'est quand même un beau temps maintenant, parce que je trouve qu'il y a plus de monde au club jardinage que dans les églises. C'est quand même une belle revanche. Hein. Non, mais j'ai rien contre les... je dis contre les croyants, les bandins. Un peu plus contre les églises, quand même. Ils sont toujours du côté du plus fort et du plus... Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Hein. Ça n'a rien à voir avec le cours de taille, hein, je fais remarquer. Hein. Bon, alors, ah ben, on va commencer. Se lancer, c'est difficile. Hein. Après, une fois que je suis en route, ça va. Hein, mais pour se lancer, je ne sais pas par quel bout de... Voilà. Ben, je vais commencer par le début. Vous avez dit, c'est drôle, le début. Début, ça veut dire, j'avais 30 ans, j'ai commencé à faire du jardinage, découvert le jardinage à partir de 30 ans. Avant, pas. C'est pour le situer. Donc, comment? Donc, j'ai jamais... c'est pas mon métier, c'est rien. Mon métier, c'est... enfin, j'en ai fait plusieurs, mais le dernier 20 ans, j'étais mécanicien dans une usine de pigments minéraux, en France. Pigments minéraux. Donc, ça voulait dire... c'est peut-être pour ça une des raisons pour lesquelles on a commencé le jardinage. J'ai commencé le jardinage. Il fallait doucher 2 fois par jour, cagoule et tout le bazar, tenu de cosmonaute dans les pigments minéraux. C'est tous les métaux les plus rares, les plus dégueulasses, les plus... Voilà. Alors, ici, vous êtes dans un groupe, donc c'est pas un cercle de jardinage, c'est un mouvement d'éducation permanente, d'éducation populaire, qui s'appelle les fraternités ouvrières. Hein, donc, ça, c'est pour faire l'éducation citoyenne, la promotion, hein, et comme le dit bien son nom, fraternité ouvrière, c'est fraternité ouvrière. Et à l'intérieur, donc, il y a un groupe de jardinage, il y a à peu près 35 ans maintenant, donc on faisait des cours, donc on continue d'ailleurs. On continue à faire des cours sur, je veux dire, la politique, le syndicat, la famille, le machin. Une fois, pour vous donner un exemple, cette année, on a des conférences débats sur les déchets nucléaires, et la semaine d'après, c'était comment faire sa choucroute, et comment... Donc c'est à la demande des gens. Hein, bah ouais, voilà. C'est pour dire, mais tout ça se tient, vous savez. Comment faire sa choucroute, ça allait être plus près des déchets nucléaires, parce que quand tu fais sa choucroute, tu fais toi-même, tu reprends ton savoir, et il n'y a pas de déchets. Ah, tout se relie. Hein. Dans la vie, c'est curieux comme tous les mêmes. Mais je veux dire, bon, c'est à la demande des gens, donc on reste un groupe de promotion pour la citoyenneté et surtout pour la fraternité qui a perdu beaucoup de ses ailes. Et nous, on essaie de pratiquer au maximum. Donc voilà, c'est ça. Et par hasard, le club de jardinage est né il y a 35 ans de gens qui ont demandé, vous allez voir, c'est une suite après avec la taille, de gens qui ont demandé, on commence à parler du jardinage bio. Ils ont dit, c'est quoi ça, jardinage bio? Il y a pas mal de jardiniers dans le coin, ici à Moucron, dans les environs. Et puis on a dit, c'est pas bon. Alors on a acheté un livre et on s'est réunis. On a été 10, 15 pendant 1 an, 2 ans, comme ça. On a acheté plusieurs livres, jardinage, hein, pour commencer à faire du jardinage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du jardinage bio. Comme ça, j'avais le jardin ne servait pas à rien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Hein, c'est pour vous dire. Donc, ça a été je veux dire, ça a été quelque chose de formidable. J'étais pas formaté, on appelle ça maintenant formaté. Donc, de toute façon, j'avais pas été longtemps à l'école, j'avais été à l'école jusqu'à 15 ans, j'ai encore trouvé que c'était 10 ans de trop, mais enfin, quand j'ai pas 15 ans, et donc j'ai commencé le jardinage à 30 ans, et j'ai commencé le jardinage comme ça, après un livre de Claude Aubert, et puis comme ça, comme c'était alternative, on est plus ou moins, plutôt plus que moins, groupe fraternité ouvrière, plutôt dans le sens progressiste. On est pluraliste, on accepte plutôt dans le sens d'alternative et tout ça. Et donc ça plaisait bien, jardinage bio, dit, bon ben, je vais m'y mettre à faire du jardin bio. Comme je ne savais pas, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient impossibles, j'ai fait. Donc c'est comme ça, je ne savais pas. C'est ça, c'est pour dire le machin d'esprit. Donc, si vous allez voir le jardin et tout ça,
vous avez dit commencer, ben non, il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. Ça s'est fait de façon empirique, anarchique, au fur et à mesure de mes connaissances, et par la chance, et par le hasard, et par la connaissance, parce qu'on a étudié ensemble, au fur et à mesure, on étudiait et tout ça. On a acheté des livres, c'est pour ça, il y a d'ailleurs ouvert pour tout le monde, je l'appelle, il y a 2000 livres là et tout ça, donc on a appris, on a mis nos connaissances en commun, et c'est pour ça que j'ai commencé. Et on a commencé comme ça, de façon bio. Mais comme j'ai toujours été, je vais dire un peu de côté, un peu fort alternatif, j'ai tout de suite recherché les choses qui, comme je ne savais pas que c'était impossible, j'ai dit j'ai fait. Et donc j'aimais bien les arbres, j'avais une envie, j'avais un rêve, ça je me souvenais quand j'étais petit, j'avais un rêve, mon rêve c'était, donc je suis fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier. Bon, à ce moment-là, il y avait des jardins, genre de jardins ouvriers, tout ça, chacun avait son jardin, mais il n'y avait jamais aucun arbre, aucun fruit. C'était vraiment, le salaire était vraiment, je veux dire, tout juste, tout pas assez. Les gens mettaient beaucoup des patates, des poireaux, des carottes, des machins. Même les fraises et tout, les fruitiers, c'était un luxe. C'était un luxe incroyable. Donc il n'y avait jamais rien. Il y avait juste les fermiers qui, dans leur pâture, dans leur pays, il y avait des pouliers, il y avait tout ça. Bon, ben, c'était la guérilla, parce qu'on allait en Maroc, on allait manger les fruits, on nous tirait dessus avec des carabines, avec du plomb, avec du sel, je me souviens, tout ça, mais quand j'y pense, il y a comme mes fesses qui chatouillent maintenant, ils mettaient des machins pour chanter, bon, mais c'était comme ça. Bon, et alors j'avais un rêve, toujours, c'était me promener dans un jardin comme ça, dans le paradis terrestre, ouvrir ma bouche, et qu'avec à ouvrir ma bouche, et que les fruits tombaient dedans comme ça, que je promenais dans la balle. Alors j'ai dit, quand je commence du jardinage, autant faire ça, hein, autant réaliser les rêves quand on était petit. Il ne faut jamais oublier les rêves quand on était petit, les jeunes, c'est là qu'on avait le plus raison. Toujours. Après, on devient vieux, on devient con. Alors, pas du tout. Mais quand on est jeune, on a tout plein de rêves, des trucs formidables, et qui beaucoup abandonnent. Il n'y a pas de raison, il faut répondre, il faut abandonner. Surtout que, ce qui est formidable, que je sais maintenant, c'est que c'est possible. Hein, je ne croyais pas que c'était impossible. Donc, la première chose que j'ai fait, enfin, entre autres, c'est mis des arbres fruitiers. Donc, j'ai mis des arbres fruitiers, j'adorais les fruits, tout ça. Donc, j'ai mis pour faire, et puis des légumes, tout ça, j'ai commencé comme ça, modestement. Mais il s'est vite posé un problème, et c'est là qu'on arrive à la taille des arbres fruitiers, que tout le monde va connaître. On appelle ça maintenant la permaculture, c'est le nom qu'on donne. Et avec raison, c'est pas mal, c'est pour ça, mais je faisais déjà de la permaculture avant de connaître la permaculture, en somme. Hein. Et en somme, la permaculture, c'est maximum de partage, de biodiversité dans le jardin, c'est-à-dire cultiver tout, les arbres fruitiers, les condiments, les légumes, tout, sur un même espace. Même petit ou grand, ça n'a pas d'importance. Chacun doit s'adapter, doit faire, mais cultiver tout, être le plus autonome possible. Autonome ne veut pas dire individualiste. Hein, parce que ça, ils ne vont pas arriver. Hein. Ça veut dire qu'il faut partager. Au contraire, il faut savoir partager avec les animaux, avec les oiseaux, avec ça. On va voir. Après, si on n'a pas l'esprit de partage, ça ne va pas. C'est pour ça peut-être que ça a été bien, que les arbres fruitiers, que tous ceux que j'ai mis, ils ont été reconnaissants parce que, ben voilà, j'essayais de les comprendre. Et je les comprends d'ailleurs de plus en plus. C'est un monde formidable et tout ça, que je comprends de plus en plus quand on rentre dedans. Alors, mais tout de suite, il s'est posé, quand j'ai commencé, donc j'ai mis ça pas comme ça. Et puis, il s'est vite posé une limite, c'est que ces arbres fruitiers devenaient grands, poussaient, et faisaient trop d'ombre. Et que j'arrivais plus à avoir des plantes condimentaires et des légumes. Hein. De plus, ça faisait trop d'ombre, Donc, il y avait un problème là que je devais solutionner. Et alors, j'ai pensé au bonsaï à ce moment-là. Je sais que j'ai pensé au bonsaï. J'ai dit comment ils font les bonsaïs pour rester petits comme ça. J'ai dit, on parlait beaucoup des bonsaïs, c'était la mode. C'est un peu moins maintenant, mais à ce moment-là, il y avait une grande mode de bonsaï. Donc, on pince souvent et les pousse souvent. On enlève des bourgeons extérieurs, les pousse, et aussi les racines. Hein, quelquefois, mais plus souvent, on intervient. Et on maintient comme ça des arbres petits, des arbres faibles, mais qui ressemblent, qui sont comme des grands, mais en état petit. Alors j'ai dit, je vais essayer ça. Je vais essayer ce système. Et donc l'été, parce que moi je suis un jardinier en pantoufles. Hein. Je ne sais pas des pantoufles. Un bon jardinier permaculteur, un bon jardinier bio, c'est un jardinier en pantoufles. Il ne doit jamais quitter ses pantoufles. Pourquoi? Parce que si le temps n'est pas propice, si on ne sait pas travailler au jardin avec des pantoufles, ça c'est un signal. Ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Hein.
Ça veut dire que c'est pas bon pour la terre, c'est pas bon pour le sol, c'est pas bon pour toi non plus. Donc, jardinier en pantoufle, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut trouver des autres solutions, mais quand on ne peut pas travailler en pantoufle, ça veut dire que la terre, elle est trop mouillée, il fait trop humide, il fait trop machin, ça veut dire qu'on va faire du mauvais boulot, ça ne va pas. Donc, dit ça sur le ton, on fait de la plaisanterie, mais c'est vrai. Quand on ne peut pas y aller en pantoufle, il ne faut pas y aller. Hein, c'est l'idée. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il faut jeter vos bottines dans la machin, hein. Pour utiliser, hein. Mais prenez que vos bottines, c'est des pantoufles. Quoi. Donc ça veut dire que jamais travailler dans des mauvaises conditions, jamais piétiner terre humide, jamais tailler, jamais intervenir quand le temps est pas beau dehors. C'est l'introduction de toutes les maladies, surtout l'introduction des maladies pour les fruitiers. Quand on taille, quand il fait mauvais, quand il fait... C'est vraiment l'introduction, il y a des tas d'arbres qui alors, donc j'avais un problème. Donc j'ai fait, quand il faisait bon, j'ai fait pendant l'été. Donc j'ai été alors faire la même chose que ceux qui faisaient les bonsaïs. J'ai été coupé, j'ai été taillé les bois de mes arbres qui poussaient verticalement. Quelquefois, quand c'était pas trop, simplement le bourgeon terminal. D'autres rabattus, comme ça. Et alors, j'ai vu que ça marchait. Voilà, ça allait et tout ça. Donc après, à force de lire, j'ai vu qu'il y avait confirmation. Il y avait un monsieur qui s'appelait Lorette, donc, qui a vécu à Lille. J'étais un professeur de Lille d'horticulture il y a 200 ans ou 150 ans. J'ai aucune idée du temps, moi. Mais enfin, il y a déjà longtemps. Et ce monsieur avait préconisé la taille d'été. Il a dit, il ne faut toucher aux végétaux, et surtout aux arbres fruitiers, que seulement quand il fait bon. Seulement l'été. Hein? Et il disait, ça rend... il y a beaucoup plus de production, ça rend les arbres plus faibles, et au plus un arbre est faible, plus il produit des fruits. Et ce monsieur, on s'est tellement moqué de lui, qu'il est parti, il a dû s'expatrier au Canada. Et puis sa méthode Lorette, elle est revenue, je vais dire 150 ans après, hein, donc elle est revenue, et c'est comme ça que j'ai trouvé un de ces petits livres, La taille Lorette, dans ces années-là, qui préconisait de travailler uniquement l'été, et qui expliquait déjà certaines choses. Et l'intuition qu'il avait, ce monsieur, il y a longtemps, c'est tout à fait confirmé. Plus, quand on taille en hiver, plus on taille en hiver, ça renforce les arbres. C'est très rare qu'il faut l'employer qu'un arbre est faible au point qu'il faut tailler en hiver pour lui donner des forces. La plupart du temps, les arbres sont forts, sont très vigoureux. Plus un arbre est fort, vigoureux, au moins il va produire des fruits. C'est une notion qui est difficile à comprendre. Plus un arbre est faible, plus il va produire des fruits. Donc faible, ça ne veut pas dire malade, ça veut dire faible. La taille d'hiver renforce les arbres. La taille d'été les fait devenir faibles et les fait moins pousser. Alors il faut donc aller plus loin. Alors, depuis lors, on a découvert, scientifiquement, on a découvert, tous les arbres, tous les végétaux d'ailleurs en général, ont des bourgeons, le dernier bourgeon qu'on appelle le bourgeon apical. Il y a toujours un bourgeon apical. Quand il y en a un qui disparaît qu'on coupe, il y a un autre qui vient. Mais ça me rappelle une plaisanterie en Bolivie, parce qu'en Bolivie, j'ai été là 3 ans, on volait des trains complets. Il y a des trains complets qui disparaissaient. Ou bien alors, mais souvent, c'était le dernier wagon. C'est pour dire le machin apical. Le dernier wagon. Et on avait parlé de ça au ministre de l'Intérieur. On lui avait dit, la solution est simple, on supprime le dernier wagon. Donc, je dis, le bourgeon apical, et donc le bourgeon tire-sève. C'est-à-dire que quand vous ne touchez pas aux arbres, ces bourgeons font office de pompe aspirante. Et vous avez l'arbre qui pompe et vient alors, dans tout l'arbre, une sève liquide et très azotée, très riche. Et cette sève riche et azotée fait surtout pousser le bois et les feuilles. Convient surtout au bois ou les feuilles. Quand à cause de ça, cette sève azotée, quand c'est trop fort, quand l'arbre pousse devient trop fort, ça empêche les bourgeons à bois de se transformer en bourgeons à fruits. Il fait toujours des bourgeons à bois et pas bourgeons à fruits. Et donc, souvent, il n'y a pas de fleurs. Et même quand il y a des fleurs, les fleurs, ils avortent parce que cette sève azotée est trop forte. Donc, il n'y a pas de fleurs ou il n'y a pas de fruits. C'est important après quand vous avez, vous, des arbres qui ont soit pas de fleurs, soit que les fleurs, ils ne sont pas suivis de fruits. Donc, je vais expliquer après comment il faut faire pour remédier à ça.
Alors, le fait de pincer, rien que le bourgeon terminal, de pincer, de couper le bourgeon. Mais quand on taille, on peut penser quand les branches sont hautes, par exemple, ils vont comme ça, on peut couper 20 cm, 30 cm, mais quand ils ne sont pas très importants, on peut tirer que le bourgeon terminal. Ou bien quand on veut arrêter la pousse verticale ou horizontale, on pince simplement le bourgeon terminal. Rien que le fait de pincer le bourgeon terminal, il va en revenir un, après un mois et demi, 2 mois, il va se refaire un. Mais en attendant, la sève ne vient plus jusqu'en haut, hein. Sève brute, très riche, très azotée, très sucrée, et elle redescend, non, elle s'élabore, tout doucement, elle monte tout doucement, hein, on a désamorcé la pompe, et elle monte tout doucement, et donc elle est enrichie, elle se transforme, et alors, comme ils sont moins alimentés, moins riches, les boutons à bois se transforment en boutons à fruits, végétaux, et puis en fruits. Donc, si on taille en été, la taille d'été rend les arbres comme ça beaucoup plus fertiles. Il faut par exemple, quand on fait cette pince d'été, pour transformer un bouton à bois en bouton à fruits, il faut 2 ans pour un pommier. Donc, et là, il ne faut plus qu'1 an, en machin ordinaire. Il faut 3 ans pour un poirier, il ne faut plus que 2 ans. Donc, pour donner une idée. Donc, ça va beaucoup plus vite. Alors, c'est l'explication. Donc, on a l'explication de pourquoi, quand on a des demi-tiges, ou des basses-tiges, dans des arbres, demi-tiges ou basses-tiges. Donc, demi-tiges et hautes-tiges, pardon. Donc, ce que je préconise, moi, dans les jardins, là, c'est uniquement des basses-tiges. Hein. Les porte-greffes les plus faibles possibles. Parce que les porte-greffes, déjà, les plus faibles possibles, c'est déjà moins taille. Hein, déjà, le porte-greffe le plus faible possible dans tous les domaines. Alors, pourquoi on ne peut pas choisir des demi-tiges et des tiges? Parce que comment les arbres viennent en fruits, ils ne sont pas taillés. Ah ben oui, il ne faut pas les tailler, mais pas du tout. Et c'est pour l'explication pour laquelle les demi-tiges ou hautes tiges, c'est la même chose. Hein. Il y a juste la hauteur du tronc qui change. Hein. Les demi-tiges, c'est 1,50 m, les hautes tiges, c'est 2,20 m, mais la grandeur de l'arbre après, c'est destiné à avoir des grands arbres. Et pas toucher. Il ne faut pas toucher parce que si on taille, on n'a jamais de fruits. Pourquoi? Parce que c'est avec la longueur des branches et le poids des branches que les branches, quand ils viennent haut et grand, se mettent proche de l'horizontale, ou bien tellement haut que cette sève, elle arrive alors pas directement, qu'elle s'élabore déjà en cours de route, au lieu d'aller directement en haut, et c'est quand, après un certain nombre d'années, et la grandeur de ces arbres, que ça se met à fruit. Sinon, ça ne se mettrait pas à fruit. Donc, dans la nature, c'est pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de tailler. Il y a des pays où ont beaucoup d'espace, où on fait de l'arboriculture avec des grands espaces, des grands arbres, ils mettent les basses tiges tous les 6 mètres, et les arbres, par exemple, aux tiges tous les 10 mètres, 12 mètres. Et puis ils laissent pousser comme ça, et donc ils ont de très bons résultats, mais alors pour les cueillir, hein, pour soigner les maladies, il faut des échelles, c'est tout. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin, dans la nature, hein, c'est pas l'homme qui a inventé les fruits, hein. Les fruits ils étaient déjà là, mais j'explique pourquoi ils se mettent à fruits. C'est à cause de la longueur qu'ils se mettent à fruits. Dans un petit jardin, et avec les basses tiges, pour avoir le même résultat, ce qui remplace ça, c'est le pincement, tout l'été, des bourgeons terminaux. Quand on a compris ça, on a compris toute la taille. Donc, on peut alors avoir les arbres à la taille qu'on veut, la hauteur qu'on veut et la largeur qu'on veut. Tout l'été, à partir de fin mai jusqu'à à peu près au 15 septembre, tant qu'il fait beau, qu'il fait bon, on peut faire ça. Donc, pas une seule fois. Quelquefois, une seule fois, ça suffit. Que l'arbre, quand il est faible, une seule fois, la taille, fin mai, juin, ça suffit. L'arbre s'équilibre, il n'y a plus besoin. Quelquefois, surtout quand c'est des jeunes arbres qui sont plus vigoureux, il faut encore intervenir au mois d'août, au mois de septembre, de nouveau passer pour avoir ça. Alors, encore quoi? Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus où j'en suis, là. Ouais, alors, j'ai appris alors, comme je suis un jardinier, j'ai dit en chaussons, pardon, et un jardinier paresseux, bon jardinier paresseux, beaucoup observé. Quand je taillais, il y avait des parties malades, il y avait des pucerons, il y avait des chenilles, il y avait... À remarquer que, c'est pour ça que c'est très important,
quand il y a comme ça des pucerons de chenilles, quand il y a un déséquilibre, on va appeler ça un déséquilibre général, c'est toujours face à un déséquilibre que les maladies à champignons arrivent, que les pucerons, tout ça arrivent, c'est jamais avant fin mai, quand il fait bon. C'est même quelquefois un peu plus tard, selon les années. Hein, cette année, c'est un tout petit peu plus tard. C'est même plus tard à cause du temps et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tailler aussi avant la période qu'on voit le déséquilibre. Alors, première chose, c'est le déséquilibre de l'arbre. Premier déséquilibre. Tous les arbres sont différents. Tous. Ce sont des êtres vivants. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Des êtres vivants. Bon, je vais appeler ça des êtres vivants. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça des objets, des trucs. C'est des choses, oui. Et à l'intérieur même d'une même variété, il n'y en a pas un qui est pareil. C'est comme les humains. À l'intérieur d'une même famille, il y a des ressemblances. Et même c'est très trompeur les ressemblances physiques entre les humains. Hein, ils ont tous la même figure, alors qu'à l'intérieur, il n'y en a pas un qui est pareil. Hein. Moi, j'ai eu 5 enfants, je ne sais pas, 19 petits-enfants, non, 23, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus les compter, mais ils sont tous différents, et même très, très différents. Pourtant, ils ont tous été éduqués dans la même maison, je veux dire, nourris avec la même modèle, et même à peu près, mais c'est incroyable. Donc les arbres, c'est pareil. Hein. Faut les traiter comme ils ont tous une personnalité. Les plantes aussi d'ailleurs. Hein. Ils ont tous une personnalité. Quand vous semez un paquet de graines, de poireaux, il n'y en a pas un qui est pareil. Hein. Il y en a un qui est déjà tout petit, l'autre est déjà gros. Et dans tous les. Comme ça, donc, mais les arbres, c'est très important. Et alors, c'est très important la façon dont les traiter aussi. Donc, comme ils ne sont pas tous pareils, ils sont tous personnalisés, ils ont bien sûr toutes leurs caractéristiques. Les poiriers, par exemple, vont pousser plus verticalement, les pommiers plus horizontalement, plus en Afrique, etc. Mais ils sont tous différents. Première chose à faire, ne jamais intervenir donc avant fin mai, qui fait bon, et puis regardez comment respecter, et regardez comment l'arbre veut pousser. Quel port il est, comment il veut pousser. Et respecter la façon, pas jamais l'obliger. Jamais mettre des fils et des bazars et l'obliger à pousser comme il ne veut pas pousser. Quelquefois, il faut mettre un peu plus longtemps. Par exemple, si on veut faire des espaliers, faire une haie fruitière avec un espalier, ça coûte horriblement cher quand vous achetez des arbres qui sont déjà faits par des professionnels d'espalier, alors qu'il y a moyen de faire ça soi-même facilement, sans problème. Hein. Vous prenez au départ un arbre, vous mettez, si vous voulez faire un espalier donc dans le sens horizontal, comme ça, vous prenez déjà les branches principales qui vont dans ce sens-là. Et puis quand vous taillez la première année, tout ce qui va dans l'autre sens, vous rabattez, vous ne laissez pas, vous pincez. Et vous laissez les branches qui vont pousser. Vous allez avoir un espalier naturel, sans forcer. Si vous forcez un arbre à pousser comme il ne veut pas pousser, ça c'est la première chose à faire, c'est qu'il va être malade et qu'il va faire des maladies. La même chose que chez les humains. Si vous obligez les humains à vivre, à se comporter comme ils ne veulent pas, ils vont être malades, ils vont se rendre malades par l'un ou l'autre. Et on ne tient même pas encore compte de ça. Hein, mais beaucoup de dépression, de toutes sortes de maladies du travail sont dues, et ce n'est pas encore même reconnu, mais quand on n'est pas bien, et pas bien pendant des années, quelquefois il faut mode susachique, mais c'est pas la même chose, hein, que le mode susachique pour faire quelque chose, et toujours être dans un état de faire quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas et tout ça, et qu'on est dépressif toujours, ça rend malade. Voilà. Pour les arbres, c'est juste la même chose. Hein, on pourrait croire que non, non, les arbres sont très, très sensibles. Peut-être même plus que les humains à cette façon, parce qu'ils deviennent tout de suite malades. Donc, avant, commencez d'abord à respecter la façon dont l'arbre va pousser. Ils sont tous différents. La deuxième chose, c'est pas jamais avant fin mai, début juin, qu'apparaissent les déséquilibres. Les pucerons, les chenilles, les maladies oïdium. Si vous taillez avant, vous n'avez plus de moyens mécaniques pour intervenir. Vous êtes obligé alors de pulvériser avec des produits, c'est ça qui se passe d'ailleurs maintenant. Hein. Donc en général, chez les professionnels, c'est ça qui se passe. Hein. On taille l'hiver, on fait, et puis alors quand il vient, les machins, ils sont obligés de pulvériser, de faire. Ah ben là, non, et ça j'ai appris comme ça en le faisant, comme j'étais paresseux, je reviens à mon truc, les parties malades, donc oïdium, tavelure, tout ça, il disait dans tous les livres de jardinage, il faut brûler, surtout pas mettre sur le compost non plus, il faut brûler, il faut faire... moi je trouve que la seule affaire qui était juste, avant qu'on avait du plaisir, c'était de temps en temps brûler quelques sorcières, il y a quelques siècles, maintenant c'est interdit, hein, donc on ne peut plus faire
des regroupements de joie autour des fagots qu'on mettait quelques sorcières là-dedans. Ah, donc, mais ça continue, hein, cette idée de bien et du mal. Hein. Le feu va tout réparer, hein, le feu. Je sais pas, bon, un livre de jardinage, c'est un vrai livre de guerre. Hein. Je ne sais pas si vous savez comme il faut, un vrai livre de guerre. C'est la guerre avec les mauvaises herbes, c'est la guerre avec les puces, c'est tout, il faut anéantir tout. Tout détruire par le feu, tout. C'est une guerre totale, hein. Faut voir comment c'est fait. Donc, tout ça ne m'a jamais plu. Il faut brûler, faut là. Bon, j'ai jamais envie de brûler ma femme pour c'est une sorcière. Et donc, je ne vais pas commencer avec les infruitiers. Alors, les parties malades, donc j'ai coupé. Hein, l'oïdium, c'est le blanc. Les nouvelles pousses. Souvent, les maladies à champignons apparaissent sur les nouvelles pousses de l'année. Je coupe les parties malades, en tout cas, même peut-être un peu plus que ce qu'il faut, quelquefois, un peu plus que bourgeon, si c'est malade, l'oïdium, peut-être un peu plus, et je mets tout ça au pied des arbres, au lieu de jeter, de brûler de ça. Donc j'ai essayé comme ça, je ne savais pas du tout comment ça allait aller, mais enfin, voilà, mon instinct, je n'aimais pas, je brûlais, faire, alors j'ai mis ça. Et puis, l'heureuse surprise, c'est que ça agit comme vaccin. Maintenant, je peux dire, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc les parties malades, c'est le principe du vaccin et de l'homéopathie. C'est-à-dire que vous mettez comme ça par terre, et puis l'homéopathie, ça veut dire, à un moment donné, l'homéopathie agit par, il y a comment on appelle, une dilution. Un truc, c'est à certaines dilutions, tout à coup, que ça devient efficace. Ah ben, c'est ça. Quelquefois, c'est une semaine, quelquefois, c'est un mois, selon les pluies, selon la dilution. Et puis, tout à coup, j'ai vu mes arbres régénérer, plus de maladies, et au fur et à mesure des années, de moins en moins de malades. Maintenant, c'est très difficile de trouver 2000 arbres fruitiers dans le jardin. 2050 arbres fruitiers. J'ai 1850 mètres carrés. 2000 arbres fruitiers. Pour trouver un malade, il faut déjà chercher. Et même les arbres que j'ai voulu, je ne vais pas dire rabattre, mais il y en a qui avaient 25 ans, 30 ans, et tout à coup, je les ai taillés, mais fort, pour dire qu'ils vont devenir des tuteurs. Hein, parce qu'il n'y a jamais rien de perdu dans le jardin. Hein. Ça laisse comme tuteur, s'il y a des trous, c'est pour les oiseaux, c'est pour les insectes, mais en plus tuteur, on peut mettre un kiwi, on peut mettre une vigne, on peut mettre... Voilà. Mais non, hein, ils n'ont pas voulu. Hein. Ils sont repartis comme arbres fruitiers. Hein. C'est étonnant, parce que partout ils disent, 20, 25 ans, Bastille, un arbre fruitier, après il est épuisé. Ben non, il y en a qui ont 45 ans maintenant qui sont... Et donc la taille sévère, parce qu'il y avait de l'ombre, et tout à coup c'est reparti, et donc ça ne m'a pas... Et donc j'ai dû de nouveau recommencer, mais c'est formidable ça quand même. Je veux dire, cette vie. Hein, voilà. Et donc ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre ce moment-là. En une seule opération on fait. S'il y a des pucerons, par exemple, il y en a sur les arbres fruitiers, mais moins, surtout sur par exemple, tout ce qui est groseillier, tout ça. Groseillier, et il y a beaucoup de pucerons, comme maintenant. On voit les groseilliers, les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses, ont les feuilles clonées comme ça, c'est des piqûres de pucerons à l'intérieur, ça trouve dans le cerveau. Il suffit de couper cette partie, le dessus, simplement le bourgeon terminal, comme pour les arbres fruitiers, donc ça change la composition de la sève. Et les pucerons qui sont dessus vont mourir de faim, qui sont encore là, et les autres que vous avez jetés par terre, par la coupe, ils vont aussi mourir. Donc c'est quand même assez simple, c'est même curieux que c'est pas plus... Je sais pas pourquoi c'est pas plus connu, vulgarisé, il y a des raisons à ça, hein, mais je ne veux pas même les dire, les raisons. C'est très bien, le commerce, le marchand, on va arrêter tous les engrais, les pesticides, les herbicides, tout le monde, mais c'est simple, par exemple, vous allez voir, même c'est difficile à encore couper, et vous mettez par terre, c'est fini, tous les pucerons meurent, ceux qui sont par terre meurent aussi. Sans rien faire, juste ça. Et en même temps, vous avez la taille. Parce qu'il ne faut pas laisser partir sinon, si vous laissez partir, moi j'ai déjà... il y en a à certains endroits, ils peuvent aller, hein, mais il y a des endroits, ils sont 3 mètres 50, hein, les groseilliers. Hein, quand ils peuvent, qu'ils ne gênent pas les autres. C'est toujours une question de gêner. Donc on pense que c'est des petits abus. Non, hein. Donc ça dépend de quoi. Mais quelquefois, on a intérêt à les maintenir petits, parce qu'ils servent entre les autres arbres. Hein, on met des poignées pour faire des fruitières et pour couper le bas, pour mettre dans le bas. Parce que pour faire des fruitières efficaces dans un jardin en permaculture, ce qu'il faut faire, c'est créer un microclimat. Quand il y a un microclimat, le degré, comment on appelle ça, la température au niveau du sol est entre 3 et 5 degrés, selon les saisons. Plus importante que s'il n'y avait pas le machin. Ça veut dire que c'est au moins 1 mois de plus de jardinage au printemps et 1 mois de plus à l'automne. Donc 1 mois avant, 1 mois. C'est très très important. Et il n'y a pas d'érosion. Pour ça, il faut faire des haies fruitières dans son jardin. Nord, nord-est, nord-ouest, important, parce que c'est là que viennent les vents froids nord, nord-est,
Cette année, on a eu, hein, le vent qui est toujours resté nord-nord-est, incroyable. Il y a que maintenant qui a bougé, là, depuis quelques jours, hein, toujours nord-nord-est. Donc il faut mettre des barrières, et il n'y a pas de soleil qui se lève là, nord-nord-est, nord-nord-est, nord-ouest. Donc là, on peut mettre des fruitières bien... on peut même mettre des noyers, moi j'ai mis des noyers, des châtaigniers au nord, des arbres qui ont intérêt qu'on peut laisser plus long, même des pruniers, des cerisiers qu'on ne taille pas par exemple, mais entre deux, donc eux ils vont venir en haut, donc ça va bien, on les met un peu plus larges, mais entre deux on peut venir mettre des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des groseilliers, de tout, pour boucher, parce que ça doit être une bonne haie fruitière qui coupe les vents, coupe l'érosion, doit être bouchée depuis le bas jusqu'en haut. Pas étanche, hein. Pas bouché. Ça veut dire qu'on estime que ça doit laisser passer 50% du vent. C'est comme ça qu'ils sont les plus efficaces. Ceux qui ne sont pas efficaces du tout, c'est les murs, les plaques, les machins fermés. Parce que le vent arrive dessus, il ne sait pas passer, il passe au-dessus, et il est 2 à 3 fois plus violent quand il retombe de l'autre côté du mur. Et ça fait beaucoup de dégâts. Hein? Tandis que le principe des fruitières, c'est laisser passer 50% du vent. Donc c'est coupé, et là, ceux qui passent n'est plus du tout violent de l'autre côté. Et ça, c'est très efficace. Donc pour ça, il faut mettre des haies assez fournies. Donc avec tout ce qu'on a, on peut... Et ça va très bien. Par exemple, les groseilliers, les framboisiers, tous les sortes de groseilliers et de framboisiers se trouvent beaucoup mieux en mi-ombre qu'en plein soleil. Donc ils donnent très bien. Donc il faut dominer. Chacun doit, en fonction de ce qu'il aime bien, doit faire des... Alors au plus on va vers, je vais dire le sud, dans le jardin, au plus bas, là on met des pommiers, des poiriers, plus bas qu'on maintient là, 2 mètres 50. Pour ne pas faire trop d'ombre, pour savoir cultiver les légumes. Pour qu'il n'y ait pas d'ombre, pas d'ombre, mi-ombre. Hein. Donc, alors ne pas confondre avec le soleil et luminosité. Soleil et lumière. Le soleil, c'est le premier, pour l'érosion, il est en tête de liste. Donc le soleil direct. Il n'y a aucune plante, aucun arbre, personne qui aime bien le soleil direct. Nulle part. C'est la première cause de l'érosion des sols, de la destruction des sols, c'est l'érosion par le soleil. Dans les pays chauds, dans les pays quand il n'y a pas de protection, quand il n'y a pas d'arbre, le soleil qui frappe le sol fait la terre totalement invivante, totalement morte, sur 10 cm. Donc le premier facteur d'érosion, c'est le soleil. Par ici, c'est moins fort, c'est moins violent, mais c'est quand même personne... Il faut remarquer les plantes quand il fait chaud, même aujourd'hui déjà. Les plantes qui sont en plein soleil, ils ne poussent plus pour la journée. Ils ferment leur stomac, ils ferment leurs feuilles, ils se replient, ils ferment, ils ne poussent pas. Donc les potirons, les machins, tout ce qui est exposé en pleine lumière, ils ferment, donc ils ne poussent pas. Donc quand ils sont en mi-ombre, donc luminosité, ou luminosité indirecte, lumière indirecte, là, ils ne font pas ça, ils continuent de pousser. Deuxième cause, c'est le vent, deuxième cause d'érosion. Donc il faut couper, il faut faire des microclimats à l'intérieur de son jardin. C'est, je vais dire, première chose qu'il faut faire, mais on n'a pas toujours de l'argent pour faire tout. Mais alors on fait un plan au début de l'année, quand on ne fait pas tout d'un coup, on fait un plan déjà de jardin, et tous les ans, on achète d'abord les haies qui vont nord-est protégées, et puis les autres. On n'est pas obligé. Si j'avais dû faire tout ça, c'est impossible. Ça s'est fait tous les ans. J'aurais pas eu les sous non plus pour faire tout. On s'en est d'ouvrier, donc c'est petit à petit, tous les ans, que ça se fait. Et puis, comme je ne savais pas, moi, c'est pas tout à fait par hasard, comme ça. Moi, je ne sais pas résister quand je vois un catalogue, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pas l'idéal. Mais chaque fois que je vois un que j'ai pas et qui est formidable, je dois l'acheter, après, je dois chercher la place. Au début, ça allait, mais après, c'est pour ça, c'est pas l'idéal. C'est mon jardin personnel. Il y aurait 3-4 fois moins d'arbres, je veux dire, il y aurait autant de production. C'est pas ça. Mais moi, j'aime bien d'être là. Chacun doit faire comme il aime bien. Ça c'est autre chose. Ce qui montre ce jardin, c'est que tout est possible. Qu'il n'y a rien qui est impossible. Ça, c'est déjà formidable. Et que tout peut être comme ça, quand il y a bien les ingénieurs agronomes de Jean Blou, ils sont venus toute une équipe, et on dit, normalement, ici, il n'y a jamais eu tellement tout dru, et jamais de protection. Ni souffle, ni même cuivre, ni rien du tout, que normalement, il ne devrait plus rien avoir. Normalement, tout devrait être mort depuis longtemps, rien ne devrait pousser. C'est pas vrai. Et donc là, donc chacun peut réaliser ses rêves, même les plus farfelus, tout ça.
Alors, il est beaucoup plus important, pour moi, mais chacun doit choisir, de mettre par exemple 15, 20 petits arbres, poiriers, pommiers différents, plutôt qu'un grand. Un grand, il vous faut 12 mètres, vous allez avoir 200, 300 kilos de poires, de pommes, en une fois, la même, ça pose un problème. On peut remplacer ça par 10 ou 20 variétés différentes, tous des goûts différents, et donc c'est beaucoup plus intéressant. Hein, mais celui qui a des grandes surfaces, je ne dis pas qu'il ne faut pas des vergers, par exemple des vergers pâturés, c'est formidable, hein, pour que ça revienne. Hein, tous les fermiers ont fini ça, alors que c'est formidable. Là où il y a des vaches, des grands bazars, qu'on met alors des demi-tiges, des tiges en haut, et pâturés dans le bas, ça c'est formidable. Mais pas pour des maraîchers, pas pour des jardiniers. Ça c'est, voilà. Donc ça c'est des petits arbres, et c'est gai. J'ai par exemple 60 variétés de framboisiers, rien que ça, tu peux dire, parce qu'on pense toujours que framboise, il y a une framboise. Non, et dans tout c'est comme ça. Il y a des dizaines et des dizaines, si pas des centaines de variétés différentes de chaque sorte. Les framboisiers, ça va commencer maintenant, bientôt, dans une semaine, parce qu'ils sont un peu en retard. Les ronces fruitières aussi sont un peu en retard. D'habitude, il y a déjà certains fruits, et c'est parti jusqu'au gelé. Pas le même, de variétés différentes qui produisent des fruits à chaque fois une production. Donc tous les jours, on mange des fruits, on goûte des choses différentes, et c'est chaque fois des goûts différents, c'est formidable. Et après, on les reconnaît. Au début, bon, framboise, c'est framboise. Mais après, on s'est distingué. Hein. Les framboises, les ronces, c'est chaque fois que vous mangez une pomme, hein, ça, on s'habitue, hein, c'est pas la même chose. Hein. Et donc, c'est un plaisir incroyable tous les jours de découvrir comme ça ce qu'on a fait. Alors, où j'en suis, j'en sais plus, mais ça fait rien. Alors, donc, la méthode que je préconise maintenant, de tailler uniquement, jamais avant fin mai, et comme ça, c'est aussi la façon où on fait le moins de conneries. Le moins de conneries. Parce qu'on est loin de savoir tout. Sur les arbres, on est loin. Vous prenez 100 livres, 200 livres, voilà, sur la taille, vous allez avoir tous des trucs différents. Je ne dis pas que les uns sont mauvais, puis les uns sont mauvais, mais la taille que je préconise ici, tout le monde peut le faire. Tout le monde, c'est là qu'on fait le moins de conneries. On ne touche pas aux fruits. Jamais. Au plus vite les fruits sont là, au mieux ça vaut. Alors qu'on a toujours appris, ceux qui ont appris, j'ai lu ça dans les livres, il faut d'abord faire la formation de l'arbre. On met un arbre, et même on retire les fruits quand il y a des fruits la première année, la deuxième, pour ne pas perturber l'arbre, pour ne pas le rendre faible. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Au plus vite il y a des fruits, au plus vite l'arbre va nourrir les fruits, et donc ne va pas nourrir pour faire des feuilles et du bois. Donc au plus vite il y aura équilibre avec l'arbre. Si l'arbre, ça on sait maintenant, et c'est une curiosité, pour les scientifiques c'est une curiosité qu'on n'a pas encore, compris. Attends, j'ai pas du fil de mes idées. Attendez, une minute. Donc, ah mince. Ne pas toucher aux fruits. Hein? Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on ne touche pas aux fruits. Si l'arbre ne sait pas nourrir ses fruits, il va les faire tomber. C'est aussi simple que ça. S'il garde ses fruits, il va les nourrir jusqu'au bout. J'ai une petite question pour la vigne. Là, ça fait 2 ans que j'ai mis du chasselas du côté de Reims, et la première année, il m'a fini des fruits. Ils étaient en formation, j'avais une grappe, si tu vois, sur une grappe, tout a coulé. Cette année, il m'en refait. Je les laisse. Oui, c'est là comme ça. Ouais. Le chasselas et... Au moins, quand taille, au mieux que ça se porte. D'accord. On va en parler. Je vais toujours le laisser. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé, l'explication. Mais on a fait beaucoup de conneries avant. Vous avez au bout des branches, souvent les pommiers, il y a 5-6 fruits. Si l'arbre sait nourrir ses fruits, il va garder 4, 5, 6. Si ce n'est pas, il en fait tomber 2, 3, 4 pour nourrir. Ça, on n'a pas que trouvé pourquoi. Hein. Comment ça fait que l'arbre, comment il choisit, comment il fait, parce que la sève arrive quand même au bout, comment il fait pour nourrir cela et puis nourrir les autres. Les autres, ils restent, ne bougent plus. Et puis après, ils tombent. C'est tout de même encore un phénomène assez incroyable. Hein. Donc il y a encore beaucoup de choses, je veux dire, qu'on n'a pas compris. Donc ce que moi je dis maintenant, il faut relativiser tout, c'est dans l'état actuel de mes connaissances, de ce que je sais, mais les choses évoluent,
Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui s'y mettent sérieusement. Avant, on s'en foutait. Hein. On plantait des arbres, on mettait de l'engrais. Quand ça n'allait pas, on pulvérisait. Maintenant, non, on cherche comment, pourquoi, et tout, le pourquoi de tout ça. Donc il y a énormément de choses qu'on va découvrir. Et que les arbres, ils font des machins pour se défendre. Le truc aux girafes est extraordinaire. Hein. On a trouvé ça, c'était il y a une dizaine d'années. Bon, en Afrique, les girafes, ils vont manger les... Acacia. Les quoi? Les acacias. Bon, ben voilà. Bon, ils voyagent, ils commencent à manger les acacias. Après 1 heure, 1 heure et demie, tout à coup, ils s'arrêtent de manger. Et puis ils vont, les arbres, les acacias un peu plus loin. Ils mangent là, une paire de minutes. Et puis c'est tout. Et puis ils doivent aller 5 km plus loin, puis recommencer à manger pendant 1 heure. On a dit ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, c'est une bonne chose, parce que s'il restait sur le même acacia, il serait mort. C'est déjà un premier coup. Mais non, quand les girafes ils attaquent l'acacia commence à faire ses toxines. Fabriquer ses toxines. Fabriquer ses toxines. Le temps de fabriquer, de faire ses toxines et d'arriver dans toutes les parties de l'arbre que la girafe elle monte, ça met 1 heure, 1 heure et demie. Les girafes sont tout de suite, tout à coup, il faut s'arrêter, parce qu'ils vont s'empoisonner. Et donc, ils vont à côté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'arbre qui a été attaqué, qui fait ses toxines, il a transmis, message chimique, il a transmis aux arbres à côté qu'il y a des girafes qui viennent, machin. Et donc, l'arbre à côté, il n'est pas attaqué, mais comment, il a déjà fait ses toxines. Quand ils arrivent, donc il mange tout de suite, il sait que c'est empoisonné. Et l'arbre a transmis le message, on estime à peu près sur 5 km. C'est pour ça que les girafes doivent aller 5 km plus loin, là où le message n'est pas arrivé, où ils peuvent recommencer à manger plus. Donc c'est quand même, mettez tout ça ensemble. C'est quand même, ça sauve les acacias, ça sauve les girafes, mais on pense maintenant, il y a grande chance que tous les végétaux se comportent comme ça. Nos arbres, nos végétaux, quand ils sont attaqués, il y a un problème, émettent des sécrétions, fabriquent des toxines, émettent des sécrétions pour se défendre. Émettent des sécrétions, ça c'est sûr. C'est le pourquoi des associations, ce qui est aliment pour les uns et poison pour les autres, mais on ne pensait pas que... Il y a grande chance, c'est pour ça qu'on est en plein, c'est formidable, une laitue. Un exemple, mais c'est valable pour les autres. Une laitue que vous laissez grainer, un autre que vous laissez grainer, la roche, tout ça. Vous laissez grainer, et puis tout à coup, à un moment donné, ça sème tout seul. Les laitues, tout à coup, un parc que vous l'avez, et il n'est pas attaqué par les laitues. Il n'y a aucune laitue qui approche. Parce que les laitues germées selon la nature, et qui germent comme eux ils veulent, pas comme nous on veut. Toutes les conditions sont réunies, ils font déjà les sécrétions, ils fabriquent déjà les toxines pour se défendre. Tandis qu'une laitue que vous avez mis, vous, dans des bonnes conditions, dans des pots, des bandins, quand vous allez le piquer, elle est tout à fait faible, elle bouffe les masses, ils sont dessus. Donc, toutes les plantes émettent des sécrétions, et toutes les plantes sont capables d'émettre des toxines. C'est pour ça que, faut observer beaucoup, vous avez une ligne de choux. Les choux sont attaqués par des pucerons. Les choux, c'est comme un petit arbre, ça pousse de la même façon qu'un arbre. C'est pour l'expliquer un petit peu. Attaqués par les pucerons cendrés ou par les pucerons gris, généralement, tout ça, ils attaquent toujours le plus faible. Le plus faible, ça veut dire celui qui n'a pas fait ses sécrétions et ses résistances, ses toxines et tout ça. Eh bien, ils attaquent et ils ne vont pas passer aux autres avant que celui-là, le plus faible, le mangé. Le temps que c'est mangé, ils ne vont plus attaquer les autres. Donc l'explication, mais on n'est pas sûr, absolument certain, mais il y a une grande chance que c'est ça, c'est que les autres choux à côté ont développé leur vitesse, leur toxine. Et en tout cas, même si ce n'est pas ça le phénomène, le développement des toxines pour empoisonner, ils sont devenus beaucoup plus costauds, robustes le temps qu'ils mangent les autres, et donc ils ne vont plus attaquer les autres parce que les autres choux sont devenus costauds. Donc il ne sert à rien. Mais si vous enlevez le chou qui est attaqué, là le lendemain, vous pouvez aller voir, les pucerons, ils sont sur un autre chou. Hein. Et donc il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est difficile à comprendre. Je ne vais pas dire à comprendre, mais à laisser. Tout à coup, quelque chose est attaqué, on ne va pas intervenir, on va laisser. Ben non, souvent, 99 fois sur 100, 99 pour les Français. Je pense que c'est la même chose, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Bon. S'il y a des gens que c'est pas clair, tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, il faut intervenir. Hein, ouais. Une question, un pommier, ça a tendance à faire plein de petits fruits. Est-ce qu'ils vont tomber tout seuls, les fruits? Oui. Et c'est maintenant. Non, il ne faut pas toucher, surtout pas toucher. Non, au mois de juin. Non, maintenant, on sait que l'herbe garde les fruits qui sait qu'il va aller jusqu'au bout. Et même, ça se passe avant, il y a plusieurs... Le premier, c'est pollinisation des fleurs. Pourquoi? On a été longtemps aussi avant de comprendre pourquoi les abeilles, les bourdons, tout à coup, pollinisaient certaines fleurs et pas d'autres.
Ah ben, après, quand on fait les examens, maintenant et tout, on a le moyen, je veux dire, de faire. Ah ben, les abeilles, les bourdons, tout ça, mais on sait aussi qu'il n'y a pas seulement que les abeilles, les bourdons. Hein. C'est plus large. C'est pour ça qu'il faut être... c'est mieux quand on a beaucoup de résultats en bio ou en permaculture, c'est que les fourmis pollinisent, les pucerons pollinisent certains fruits, ou légumes et tout ça. Donc tous les insectes participent au machin. Ils n'ont pas seulement le rôle de ça, on se demande à quoi ça sert. Ah ben, quelquefois, les pucerons, comme pour les fèves, c'est les fèves qui pollinisent les pucerons. Pardon. Les pucerons qui pollinisent les fèves. Et donc, déjà à l'état là, ah ben, on sait maintenant parce que les fleurs qui visitent, c'est ceux qui ont le plus de nectar, donc le plus de sucre. Donc, c'est donc les fruits qui ont plus de chances d'aller jusqu'au bout du processus. Donc les abeilles ne vont pas perdre le temps à visiter n'importe quoi, ils savent, ils vont faire que le machin. Et après, l'arbre, lui, fait tomber ceux qui n'ont pas été bien pollinisés, ou qui pensent qu'il y en a trop, qui ne vont pas arriver à polliniser, et il les fait tomber, et je ne sais plus, ça s'appelle, il y a un nom pour ça, hein, je ne sais plus. Mais ça se passe maintenant. Donc c'est pendant le mois de juin que l'arbre fait ça. Voilà, donc, alors, n'intervenez pas, parce que si vous intervenez, c'est après. Parce que si vous intervenez, maintenant, par exemple, quand vous trouvez qu'il y a trop de fruits, trop de bananes, et que vous tirez, si vous ne tirez pas les bons, et que l'arbre peut choisir les autres, vous n'avez plus rien. Hein. Et ça, c'est déjà passé, hein, parce qu'on a produit le commerce, bien sûr. Il a sauté là-dessus, il faisait des hormones pour avoir que toutes les fleurs soient fécondées. Hein, et après, il devait pulvériser aussi avec des hormones pour faire tomber parce qu'il y avait trop de fruits. Et puis tout à coup, l'arbre, lui, faisait son truc aussi. Ce qui fait qu'il y en a qui ont été ruinés parce qu'il n'y avait plus de fruits du tout. Tout à coup, l'arbre réagit, voilà. Donc ça, c'est passé. Voilà. Alors, quoi encore où j'en suis là. Donc ça, donc n'intervenez pas. Alors, supprimez jamais aucun fruit. Donc laissez-les, l'arbre va faire tomber ceux qui entrent. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de différence où c'est tellement léger que il y a des années, il y a beaucoup, je veux dire beaucoup, ah ben, si l'arbre les laisse, c'est parce qu'il sait les laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Donc les fruits ne sont, je veux dire, quand il y en a beaucoup, par exemple 6 au lieu de 3, ah ben, la différence, c'est pas du simple au double si on supprime 3. C'est les 9 dixièmes. Les 6 vont aller jusqu'au 9 dixièmes de le machin. Si vous tirez, vous n'en laissez que 3, vous allez gagner 1 dixième sur le poids des 3 qui restent. Mais pas plus. Donc, pour les tomates, c'est la même chose. Hein. Des gens qui suppriment les tomates. Hein, par exemple, la façon de tailler les tomates. Hein, ils taillent parce que là, il y aura trop de tomates, c'est trop abondant, si on laisse libre. Même les gourmands, ils vont produire des fruits, et puis les fruits sont plus petits, tout ça, ben c'est faux. C'est faux. Il y a autant aussi, pas plus de fruits, et ils sont pas de taille inférieure. Les tomates, ça c'est sûr. Donc, beaucoup plus de fruits et pas de taille. Donc, si vous ne taillez pas du tout les tomates, vous allez avoir maximum de tomates et de grosseur, et même que les autres. Voilà. Ouais. Alors, donc tout le monde peut le faire, dans les conditions que je viens de dire. Donc, c'est simplement un truc de bon sens. Voir comment l'arbre, à mon lieu, tous les parties de l'arbre doivent recevoir l'air et la lumière. Quand ça devient trop touffu, c'est pas bon, donc supprimer l'air. Mais il n'y a aucun automatisme, vu que tous les arbres sont différents. Donc je peux vous montrer sur un arbre, mais celui d'à côté, c'est pas même parce qu'il pousse différemment. Donc je pense que c'est simple logique de tous les mandats. En attendant, toute cette période, c'est facile. Vous voyez comment il veut pousser. Vous ne supprimez pas les fruits. Vous respectez la façon. Et c'est comme ça que vous allez avoir le maximum. Donc il suffit d'arrêter, de pincer, soit verticalement, soit horizontalement, pour que la branche s'arrête. Donc ça, et puis ça, c'est qu'un mois et demi, 2 mois après que le bourgeon terminal va se refaire. Et donc, si vous ne voulez pas qu'il continue, vous le repassez et vous allez avoir l'arbre, la hauteur que vous voulez. Voilà. Alors, pour les arbres, et aussi, avant de savoir ça, il y a beaucoup de gens qui ont mis des arbres et surtout qu'ils ont mal conseillés. Par exemple, pas beaucoup ont été mal conseillés. On leur a dit de mettre des demi-tiges avec les voisins, comme clôture, comment on veut dire, comme voisinage. Donc, à 50 cm du voisin, on vient mettre des demi-tiges, et puis les arbres, ils font 10 mètres de haut. Alors, c'est des conflits avec les voisins, bien sûr. Et puis, alors, il faut tailler, c'est sûr, c'est des conflits, il faut rabattre. On ne peut pas, pas plus que 2,20 m, c'est toléré 2,50 m. Donc, il faut l'abattre, et quand on coupe, donc il n'y a jamais de fruits.
Ah, donc c'est une erreur je dirais incroyable. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Alors, quoi encore? Voilà, ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin, ouais. Il n'y a pas besoin de cicatriser les plaies. Quand il fait bon, les plaies se cicatrisent tout seules. Il n'y a rien besoin de faire. Alors, pour les grands arbres, demi-tiges, haute tige, qu'on a dans ce jardin, un cerisier, un prunier, un bazar qu'on n'a pas. Bon, on ne savait pas, on n'a pas fait attention, ça devient grand, ça fait de l'ombre dans le jardin. Donc, ces grands arbres, on ne sait pas cultiver des légumes, et c'est malheureux, hein, plus petit jardin. Alors, il faut attendre juillet, août, normalement. Quand il fait une période où il va faire, dans la semaine qui suit, qu'il va faire chaud et sec. Chaud et sec. C'est à ce moment-là, donc en plein été, juillet, août, qu'on rabat alors les grosses branches, qu'on scie, qu'on coupe, qu'on rabat, et choisit les plus grosses branches. Souvent, il y a une branche, ou bien quelquefois deux, dans les cerisiers ou les pruniers, branche principale qui prend dessus et qui va au-dessus de tout. Souvent, il suffit de rabattre une branche, du cerisier ou du prunier, la plus grosse, jusqu'à, on appelle ça empattement, jusqu'au point de porte-greffe, le bas, enlever ça et laisser toutes les branches horizontales, ou bien tout ce qui est proche de l'horizontale. Donc rabattre jusqu'à, je vais dire, 2,50 m, 3 mètres, ou même 2 mètres, quelquefois, ça dépend les arbres. Donc en juillet, on rabat tout, donc à ce moment-là, et l'arbre ne va pas périr. Et on peut faire ça avec tous les arbres, même les arbres à noyaux. Parce qu'avant, on disait les arbres à noyaux, en hiver, c'est presque la mort assurée, parce que les champignons se mettent dedans, l'arbre il meurt et tout ça. Et bon, et en été, il faut faire attention. Enfin, il faut choisir donc juillet, août, période, et là on peut rabattre, on peut couper carrément et laisser tout ce qui est horizontal. On laisse la couronne. On laisse la couronne, voilà. Respecter le maximum de la couronne et rabattre tout ce qui monte, tous les gros. Et souvent, il suffit d'une grosse branche au milieu, on rabat, et puis ça fait de la lumière pour tous les autres. Et tous les branches horizontales, la couronne, elle va se remettre à fruit, et bien, et donc on va plus avoir. Après on suit, hein, on laisse plus partir. Mais une fois, il faut intervenir. Moi aussi, parce que je ne connaissais pas, donc il y a des arbres que j'ai encore dû intervenir mercredi, hein, voilà, j'ai essayé tout ça, donc un prunier japonais, puis 2 pommiers, là. Oh, tout à coup, c'était parti sur un an. Donc ça faisait de l'ombre, tout autour et tout, et puis pas beaucoup de fruits non plus, parce que c'est parti. Donc on a tout rabattu, on a laissé le bas, et puis ça va repartir. Hein, et maintenant, il faut surveiller, quoi. Il y a des arbres qui s'équilibrent tout de suite. Après 1 an, 2 ans, ils restent comme ça. Il y en a d'autres, sitôt le dos tourné, hein, c'est ça, ils sont partis. Hein. Comme je dis, c'est toujours une question d'observation, de faire, et on peut toujours rattraper. Bon, si 1 an on n'a pas fait ça, après, on voit que, voilà, il y a moyen. Mais il faut attendre le moment favorable, surtout pas l'hiver. Et vous parliez aussi en même temps d'un cerisier, il ne va pas faire ça comme? Non, justement, c'est ça qu'il faut faire en juillet ou non. Ou bien juste après les fruitiers, hein, comme les cerisiers, ça c'est facile. Hein, juste après. Le prunier aussi. Oui, le prunier aussi. Donc juste après la cueillette des fruits, juste la cueillette des fruits, parce qu'il faut. C'est tout en juillet août. Donc juste après la cueillette des fruits, même des grosses branches. Surtout les grosses branches. Pas les autres. Ah non. Les fines branches, ça il faut les garder. Ceux-là, ils vont produire beaucoup après. Ah non, les grosses branches, c'est ce qu'on veut. Même les gros troncs. Ah ouais. Et ça va favoriser la production de fruits l'année suivante? Ah oui, hein, tous les autres, la couronne, tous les autres branches faibles, horizontales, vont recevoir la lumière et ils vont se mettre à fruit l'année d'après. Hein. Ah ouais. Ou au moins, ou 2 ans après, ça dépend lesquels. Quelquefois, ils mettent 2 ans, un bouton à bois, mais quelquefois, mais 1 an, quelquefois, ils mettent 2 ans. Mais là, donc voilà. Donc c'est pas perdu parce qu'on a des grands arbres et tout. La même chose avec les sapins et tout, si on veut les garder. Donc, en temps de juillet août, quand tu fais, pour les rabattre, en 2 mètres et tout, ça c'est une calamité. Tous les gens qui ont fait des clôtures de sapins, qui sont venus là, 5 mètres, 10 mètres, et puis c'est des conflits entre les voisins aussi. Et ceux qui ont un petit jardin, qui a une haie comme ça, une clôture avec des sapins, c'est rien cultivé. Hein, donc il faut s'arranger, il faut faire, ça peut être beau. Hein. Le plus beau, par exemple, si c'est des sapins, des touillards, des trucs, c'est d'enlever tout, hein, et mettre des fruits. Et mettre des fruitiers, hein, bien sûr. Ça, mais quelquefois, les gens n'aiment pas, parce que c'est sentimental, ou bien c'est ça, mais au moins, alors, rabattre, en 2 mètres, ça va faire encore des belles haies, 2 mètres, mais alors au moins, le reste du jardin,
ils pourront avoir des légumes cultivés ou bien des autres fruits et tout ça. Hein. C'est vrai, Voilà. ça dépend. Par rapport à la forme de l'arbre que vous laissez, on dit souvent que la forme en gobelet, par exemple, elle fragilise l'arbre parce qu'il peut s'ouvrir, je veux dire, donc avec sous le poids. Ouais, mais, ouais. Est-ce que vous préconisez plutôt une tige avec des branches Non, aucune forme. Non, il faut respecter la forme que l'arbre veut naturellement au départ. Comment vous l'avez acheté aussi? Quelquefois, c'est... Je veux dire, Ouais, mais ouais, aussi. Il Ouais. faut voir aussi. Mais les arbres, naturellement, ont une tendance... vous voyez, il y en a qui vont être en fuseau, plus à centre de droit, ou des petits, d'autres vont être plus évasés. C'est ça qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il faut attendre fin mai, parce que fin mai, on fait pas... C'est là qu'on fait moins de conneries. On voit les fruits, pas toucher aux fruits, on voit les fruits, et on voit comment l'arbre veut pousser. Et voilà. Et si on veut le corriger, il y a moyen de le corriger, mais plus d'amont comme ça. Par exemple, en pinçant là où ça ne veut pas aller. Juste là, arrêter la pousse là où ça veut pas. Là, ça ne fait pas de traumatisme. Il va développer les autres affaires. Donc, c'est une question vraiment de bon sens. Donc, il y a moyen. Quelquefois, ça met... c'est moins brutal. Si on veut être plus brutal, mais alors... c'est la porte ouverte aux maladies, au machin, au stress. Hein. Si on fait des coupes importantes, des trucs, si on force, si on met des fils, si on fait tout ça, ouais, voilà. Il faut faire ça de façon naturelle et on ne va pas être déçu. Il y a un permaculteur au Canada qui a un verger sur 5 hectares comme ça et qui est sur le Rusgac, je pense, de mémoire. Et il a trouvé qu'en rabattant les branches sous l'horizontale, ça produit beaucoup plus de fruits. Ah ouais. Au plus ils sont proches de l'horizontale, au plus ils produisent. Ah tiens, bien sûr. Une inclinaison vers le haut. Ouais. Tout ce qui est vers le haut pousse. C'est ça. Il faut favoriser tout le petit bois, tout le machin qui pousse proche de l'horizontale et même en dessous de Et l'horizontale. lui, il met des fils de fer. C'est parce que là, l'azote... Ouais. Mais ça peut être des fils de fer, ça dépend de la façon dont on utilise les fils de fer. Il les laisse 2 mois. Ça peut être simplement supporté, mais pas forcé. Mais si on les force, l'arbre va être malade. Hein, si on les force à pousser comme ça, et que la taille, et que l'arbre ne veut pas pousser comme ça va être malade. Mais ça peut être un fil pour, par exemple, supporter, pour laisser plus long, pour supporter le poids des fruits. Hein, parce que naturellement, au plus long on laisse, au plus loin ça va aller, au plus il y aura des fruits et des fruits gros. Et quelquefois, le bois va casser, c'est pas assez. Là, alors, on peut mettre un fil ou un tuteur dans ce sens-là. Mais ça, c'est aider. C'est pas... pour le tenir. Pour le tenir. C'est pas forcé. C'est forcé. C'est comme on met, par exemple, un support, certaines années, à des pruniers. Il y a des branches de pruniers tellement chargées que l'arbre va se casser la gueule. Alors, on met un bâton, quoi, une fourche, pour soulager l'arbre. Voilà, des trucs comme ça, momentanés. Ouais. Mais le tout, c'est beaucoup observer, beaucoup regarder, et faire en sorte que l'air, la lumière arrive partout. Donc c'est une question de bien vu, et on ne sait pas, et comme dans toute profession, c'est en faisant que, je veux dire, au début, c'est quand tu es dans la main, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas d'arbres et tout ça, ils ont peur de ne pas en sortir pour leur tête, pour tout, ils pensent qu'on a mis ça dans leur tête, qu'ils ne vont pas en sortir, qu'il faut être professionnel, il faut beaucoup de connaissances, ben, c'est pas vrai. Il faut beaucoup d'expérience et beaucoup d'observation. Et c'est en apprenant, c'est en faisant, comme tous les métiers, maintenant vous allez savoir la théorie, vous savez, à partir de là, il faut y aller et puis vous corriger en cours de route en le faisant. Justement, c'est pas pour avoir des clichés formatés, ça fait faux, ça va pas. Voilà, si vous avez une idée qu'il faut faire comme ça pour la taille, non, ça va convenir à un arbre et c'est tout. Alors qu'il y en a beaucoup. Et donc ça va être faux, hein, donc il faut s'adapter. C'est nous qu'on doit s'adapter, pas les arbres, bien sûr. Voilà. Tandis que l'homme moderne veut que tous les arbres s'adaptent comme lui veut, et ça va pas. Hein. Des jeunes pommiers qui n'ont peut-être pas encore donné de pommes ou 2-3 pommes, est-ce qu'on a intérêt à laisser quand même les bourgeons terminaux de façon à ce qu'ils se développent un peu? Généralement, on ne touche pas à l'arbre l'année qui suit sa plantation. Le meilleur moment pour planter les arbres, c'est novembre. Donc avant l'hiver, novembre. Ça, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur temps. Parce qu'ils disent toujours de les rebattre sur leur... Non. Sur la botte d'emploi. Moi, non. Non. Il faut prendre des... Première année, il ne faut pas y toucher. Au contraire, le bourgeon terminal doit servir pour faire partie pour faire partie là. Mais quelquefois, avec les porte-greffes faibles qu'on a maintenant, déjà, quelquefois, l'année d'après qui suit la plantation, il y a déjà quelques fruits. Et quelquefois, ils gardent ces fruits. Mais il ne faut pas toucher, ça ne fait rien. Mais généralement, l'année qui suit, sauf des équilibres clairs, on ne touche pas de taille la première année. Sauf s'il y a une branche centrale, ça peut arriver, l'année qui suit, une seule branche centrale tout à coup qui file, et pas les autres.
Alors, oui, au mois de juillet-août, on va passer le bourgeon terminal. Là. Mais sinon, non. Si c'est... en passant le bourgeon terminal, ça favorise l'apparition en dessous des blancs. Sinon, la première année, on ne touche pas. Et quoi encore Alors, à la plantation des arbres, rien. Sauf si c'était une terre, ou, je veux dire, une terre de désert, et encore, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le désert, donc je ne sais pas. Mais, donc comme l'arbre pousse, au plus il est faible, au plus il donne des fruits, il ne faut surtout pas encourager les fertilisants. Hein. En tout cas, par ici, on a des terres déjà riches, beaucoup trop riches pour les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers poussent, ici dans la région en tout cas, au nord et tout ça, les terres très lourdes, argileuses et tout ça, ils ont tout, ils conviennent tout. Alors surtout pas d'engrais, donc vous faites un trou, vous mettez pas faire un trou à l'avance, pas à l'avance. Parce que Paris, on peut faire un trou à l'avance dans les pays chauds, les pays où il ne pleut pas, ou très peu. Parce que le trou fait à l'avance fait que ça peut drainer un petit peu d'eau là où on va mettre l'arbre. Par ici, drainer l'eau, faire que l'eau vienne dans le trou, on va mettre là. Ça, c'est pas l'idéal. Hein. Tout le monde comprend que... bon, voilà. Donc surtout, faites pas le trou, parce que dans les livres, il y a aussi marqué fait le trou à l'avance. Surtout, faites pas le trou à l'avance, parce qu'il va y avoir trop d'eau. Et la plupart des arbres qui ne le prennent pas, c'est parce qu'ils sont noyés aux racines. Il y a trop d'eau, ça pourrit des racines. Donc, faites pas. L'arbre, au moment de planter, ce qu'on peut faire, c'est mettre des piquets, c'est faire là où on va mettre les arbres, c'est faire le bazar. Hein. Mais faites-le en dernière minute par rapport aux racines qu'il y a en fait. Et le planter exactement à la même profondeur qui était en pépinière. Et on le voit facilement. Parce que ceux qui étaient enterrés est sombre, ceux qui étaient au-dessus est clair. Donc à la même. Rien dans le trou. Hein. Pas de compost, pas de terreau, pas d'engrais, pas de fumier, rien du tout dans le trou. Tout ce que vous mettez ne peut que, je veux dire, affaiblir l'arbre, le faire pourrir les racines, faire... Non, il n'y a rien besoin. Vous le faites pousser trop fort. Tel quel, c'est l'idée. Sauf des cas particuliers, il y a encore des terres vraiment très pauvres de... Je ne sais pas quoi. Hein. Là, il faut... Ben, c'est au cas par cas. On ne sait pas à l'avance comme ça qu'est-ce qui manque. Et tout. Donc rien, mettre l'arbre comme ça, et voilà. Donc la plantation comme ça. Un tuteur, ça dépend. Si c'est une bonne terre argileuse, pour les bastilles, il n'y a même pas besoin de tuteur. L'arbre tient comme ça, sans tuteur. Il y a des régions où si c'est plus saboteux, libonneux, que ça bouge plus, il faut mieux que l'arbre ne bouge pas quand on le met. Donc un tuteur, je veux dire provisoire, ou même définitif, ça dépend. Si c'est faible, là. Voilà. Et arroser la première année. Oui, et c'est ça. Et l'année qui suit la plantation, l'arbre ne peut jamais manquer d'eau par en au-dessus. Donc il faut, s'il y a une période de sécheresse prolongée, il faut aller l'aider la première année, après plus. La première année, oui. Et quand on arrose, l'arbre, si jamais il pleut pas assez, enfin, par ici c'est quand même plutôt rare, là, mais enfin ça peut arriver, ça peut arriver. C'est la même chose que pour les tomates, ça peut servir aux tomates aussi. 5 litres minimum à la fois. Les tomates aussi, quand on arrose les tomates une fois par semaine, c'est minimum 5 litres au même pied, pour que l'eau rentre dedans, même s'il faut attendre. Bon, on n'attend pas si on a plusieurs pieds, on met là, mais on revient pour qu'il y ait les 5 litres au total. Parce que l'eau doit descendre profondément pour que les racines suivent, s'enfoncent. Si on fait un petit peu quelques litres comme ça en surface, les racines ne vont jamais aller plus loin, plus profond que la surface. Alors ils vont devenir très sensibles, très fragiles à toutes les maladies, à la sécheresse et tout. Donc il faut, je veux dire, insister, attendre, et même l'idéal, alors c'est de mettre quand vous mettez vos tomates, tout ça, quand ils sont repris, par exemple, pour les appoutiers, mettre un paillis. Un paillis, ça veut dire, ça peut être de la paille, un paillis, mais ça peut être aussi un compost grossier, un compost de broussailles, une matière, ça fait rien, quelque chose. Alors, mettez au pied. Et quand vous arrosez là-dessus, donc vous ne tassez pas la terre en plus. Mais il faut insister pour que, je veux dire, l'idéal, c'est 5 litres par semaine par pied de tomate, par exemple. S'il fait sec, s'il fait chaud, c'est double, hein. 10 litres par pied par semaine. Comme maintenant, alors. Et on sait. Ah ben non, c'est long. C'est pour ça qu'il faut, un jardinier, permaculture, il doit réfléchir. Obligé d'avoir un cerveau. Hein. Et on sait. Maintenant, on fait des paysans sans cerveau. Mais un jardinier, permaculture, obligé. Hein. Et dans une serre.
Les tomates qui sont dans une serre, Ouais, ouais. vous les arrosez combien de Surtout, fois par hein. semaine? Ouais, ouais. Ce que je parle maintenant, c'est la serre. Donc, à peu près, il faut le correspondant. Quand il pleut dehors, que c'est plus que 5 litres par semaine, il n'y a pas à intervenir. Dans une serre, ça, quand on. Là, c'est 5. Là, on sait. 5 litres une fois par semaine, c'est mieux Ouais. 5 litres une Et fois s'il par fait très chaud, si la température dépasse 30 degrés, deux fois. 2 fois 5 litres. En 2 fois, on peut Deux fois mettre par au milieu de la semaine, 2 fois par semaine, 5 litres. Mais la première chose à faire aussi, c'est double ouverture. Ça, c'est la première chose. Si on n'a pas des serres, double ouverture, c'est la première chose qu'il faut faire. Il y a une porte, il faut faire un vis-à-vis. Même les tabatières et les bazins ne suffisent pas. L'idéal pour la tomate, et en général pour tout ce qu'on cultive en serre, les concombres, les machins, au-dessus de 25 degrés, ça ne va plus. Au-dessus de 30 degrés, ça risque de disparaître. Donc, quand il fait chaud, comme aujourd'hui, s'il n'y a pas deux vis-à-vis, qu'on ne fait pas un coulant d'air dans la serre, on arrive à 40 degrés. Comme demain, après-demain, là, ils annoncent des trucs. Donc, il faut absolument, porte vis-à-vis, faire coulant d'air. Et alors, si on n'arrive pas, le seul moyen d'arriver même comme ça, c'est de arroser beaucoup, alors, le matin. Mouiller la serre, le sol, le matin. Pour que les températures restent... Là, c'est un mouillage. C'est pas la même chose. Bon, enfin, ça peut être la même chose. Si on a une serre avec toutes des tomates, c'est la même chose. Et le goutte à goutte en serre, c'est bon? Ah, non. Non, parce que... Non, ça reste superficiel. Les racines restent superficielles avec les gouttes à goutte. Même dehors aussi. Hein, les racines vont rester là. Donc ça ne va jamais aller profond. C'est pour ça qu'il faut insister. Donc, arroser Les deux, hein. c'est pas On peut en combiner. Mais il faut une fois... On peut combiner les deux. Oui, on peut combiner les deux. Ça, c'est pas exemple. Mais en tout cas, il faut une fois que ça descende. Il y a encore des questions, parce qu'après, on va voir ce qu'il ne faut pas tailler. C'est le coup de taille, mais c'est surtout important qu'il ne faut pas tailler. C'est ce que je viens de dire, là, oui. Ah oui, pour sauver, quand ça ne se met pas à fruit, les arbres qui ne se mettent pas à fruit. Et ça arrive, des arbres vigoureux, qui ne se mettent pas à fruit, ou qu'on a depuis longtemps, et tout ça. Alors quand c'est des arbres établis, qui sont établis, je veux dire, depuis 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et qu'il n'y a presque rien dessus, ou bien qu'il n'y a jamais rien dessus, ça c'est difficile de les enlever, de tirer, je veux dire, de les tirer. Là, alors, généralement, il y a 2 ou 3 racines. Là. Il faut aller regarder la plus grosse des racines, essayer de trouver la plus grosse des racines, parmi les 2 ou 3, et aller la couper. Donc dégager, couper carrément une racine. Donc on va diminuer l'alimentation de l'arbre de la moitié, ou bien du tiers. Hein, selon si c'est une grosse bronze principale, par rapport aux deux, ça dépend. Donc du fait que l'arbre n'est plus aussi bien alimenté, c'est la même chose que pincé là. Donc là, c'est faible, donc les branches vont devenir faibles, ne vont pas pousser en bois, et il va se mettre à fruit. Si c'est un arbre qui est là depuis que vous avez mis depuis 3-4 ans, un poirier, un pommier ou autre chose, un bastige 3-4 ans, et qui n'a rien, et même souvent on le voit parce qu'il ne fait pas de fleurs. La première chose, c'est qu'il ne fait pas de fleurs du tout, ça c'est curieux. Ou bien qu'il fait des fleurs et qui ne sont pas suivies de fruits. Ça peut arriver pendant la première ou la deuxième année. Après, c'est un phénomène, ça ne va pas. Ah ben alors, le plus simple, c'est d'enlever l'arbre, tirer et remettre à la même place. On va faire. Du coup, il doit repartir, il est plus bien alimenté et il va se mettre à fleurir et à fruits l'année qui suit. Il y a des professionnels qui le font maintenant automatiquement. Mais après 15 ans, tous les arbres ils sont morts. Parce que tellement ils ont produit. Mais ça double la production. C'est-à-dire tous les 3 ans, avec une machine à secouer, là, hein, ils prennent l'arbre, ils tirent l'arbre, et puis ils remettent. Tous les 3 ans, ils font ça automatiquement avec les pommiers, les poiriers, et ça double la production. Donc ça veut dire que... Hein, donc on peut l'utiliser, le principe. Donc si c'est grand, il faut couper les racines. Si c'est encore faible, on peut faire ça jusque 10 ans. Je veux dire, en tout cas jusque 8 ans sûrs. Enlever les petits arbres et puis les remettre. Le fait qu'on les enlève, on casse les radicelles, les racines, et donc l'arbre n'est plus alimenté, et le printemps qui suit, il se met à fleurs et à fruits. À quelle période? Quoi? Ah oui, au mois de novembre. Hein. Ah ouais, qu'il faut... Ah ouais, c'est avant l'hiver, ça. Donc, novembre, décembre, hein, ouais, qu'il faut faire ce truc-là. Oui, il y a quelqu'un qui voulait demander quelque chose. La profondeur du trou quand on plante... Pardon? La profondeur du trou quand on plante cette dimension. La profondeur du trou. Non. Le moins possible. Juste la profondeur qu'il faut.
Ouais. Ah ouais, il ne faut pas faire un trou d'un mètre cube pour le mettre à... Ouais, mais quelquefois, on voit ça. Hein. Je dis, c'est des terrassiers qu'il faut, hein, pour mettre les arbres là. C'est avec des machines et des 1 mètre cube qu'il faut. Ah, écoute, c'est vraiment pour décourager les gens, les amateurs, de mettre des arbres. Hein. C'est FSB, tout ça. Hein. C'est dingue, ça. Hein. Ah ouais, tu dois à l'entrepreneur du coin pour faire Non, juste le trou qui correspond à la grandeur des racines. Et encore, parce que quand on vend les arbres, on les tire comme ça, et il y a quelquefois des racines un peu trop longues. Eh bien, il faut les couper, hein. Il ne faut pas hésiter. On coupe pour avoir quelque chose de raisonnable, et puis on met donc le minimum. Le minimum. Le trou qu'il faut, juste pour qu'il soit à la même hauteur que ce qui était dans la pépinière avant. C'est tout. En coupant les racines qui allaient plus loin. Voilà, vous les pralinez, les racines, non? Non, rien du tout. Non. C'est ce qu'on explique, les pralinés, mettre du purin de Praliné, vache et tout ce qui se ça veut dire c'est mettre du caca de vache, parce que le caca de vache a des hormones de croissance. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut faire pour produire des hormones de croissance, c'est mettre dans le trou du blé, du seigle, du truc. Parce que quand ça... pas quand ça mûrit, quand ça germe, ça produit des hormones de croissance. Ça, on peut faire, bon, enfin. On veut s'amuser, mais il faut chercher, hein. Mais c'est pas nécessaire. Sauf dans des cas où la terre est très pauvre et tout ça, qu'on sait que les arbres ne poussent pas bien, hein, là, ça peut aider. Mais c'est la même chose quand on fait des boutures, soi-même. Ah ben, on met quelques grains de blé, quelques grains de céréales dedans, ça fait des hormones de croissance. Hein, et donc les boutures le prennent beaucoup mieux. Hein. Dans l'eau et on récupère l'eau, c'est ça? Ouais, récupère l'eau pour... c'est ça qui fait les meilleurs perdons, hein, rajouter un petit peu de perdons. Du pastis, ça. Des bons pastis, ça. Alors, n'hésitez pas à demander, si vous n'avez pas compris, pas la peine de sortir d'ici avec des questions. De toute façon, des questions quand vous sortez d'ici, après quand vous faites, vous en aurez tout plein. Il faut de la patience, hein. Maintenant vous avez la tête remplie de facile, et puis vous allez... Mais non, mais c'est comme ça qu'on apprend. On dit souvent que les hauts-tiges ont un gros avantage par rapport aux basses-tiges, et qu'ils peuvent être centenaires ou centenaires, et qu'ils produisent beaucoup plus forcément. Là vous dites que les petits arbres nanifiants, on va dire, ce porteurs nanifiants sont plus productifs. Mais en bio, en tout cas moi j'ai l'expérience, c'est le double de vie. Le double de vie. Ah ouais. Il disait 20 ans, 25 ans pour un bastige. Moi, il y a déjà des arbres qui ont 50 ans, là. Donc, quand on les force pas, quand il n'y a pas d'engrais synthèse ou de... donc le double, c'est déjà pas mal. Mais au niveau résistance aux maladies, les hauts-tiges sont beaucoup plus résistants que les basses-tiges. Ah non, ça c'est un mythe. Ah ouais. Ça c'est faux. Ah non. Il y a, au contraire, il y a beaucoup d'arbres, en haute tige, ils ne seraient pas vivables. Parce qu'on ne sait pas les pulvériser, on ne sait pas les entretenir comme on fait, alors qu'en basse tige, ça donne des beaux fruits. La plupart d'ailleurs, des variétés maintenant, ouais. Ah non, c'est un mythe, au contraire. Pour faire des hautes tiges ou des demi-tiges, il faut des variétés, au départ, à l'origine, très, très costauds et très résistantes aux maladies. Sinon, c'est la catastrophe. Ah ouais. Non, c'est... Parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus rude en haut, le vent, la pluie, au soleil et tout. Non, ils ont des conditions. Il faut des variétés très, très costauds pour faire en demi-tige ou en haute tige. Ah ouais, bien choisi. Dans les prairies. Et les arbres, les fruits des variétés basse-tige en général sont beaucoup plus beaux que les arbres haute tige. Mais on peut faire l'un et l'autre, je dis, pour des vergers pâturés, pour des trucs. Et puis il y a les arbres à cidre, il y a les arbres pour des trucs particuliers, pour des sirops, pour des... Ben oui, voilà, tout ça. Sinon, on ne sait pas entretenir, on ne sait pas tailler, il faut laisser comme ça. Et quand c'est envahi par vermine, entre parenthèses, mais c'est un très mauvais mot, comment intervenir là des arbres comme ça, c'est impossible. Et pour la cueillette, pour tout, combien de jardiniers sont déjà cassés la gueule avec les échelles et tout, hein, pas mal. Hein. Même que la bêche, mourir sur la bêche au printemps, hein, on perd beaucoup de jardiniers comme ça. Hein. Jardiniers adaptent de la bêche au printemps. Ah ouais, hein, sorti de l'hiver,
Sans exercice et puis bêcher, c'est très dur. Et puis il faut, et puis de bouffe, hein. Donc on est bon, pas mal. Hein. Moi, sur leur bêche au printemps. Donc le jardinage, bio, pas toucher la terre, hein, le moins possible toucher la terre. Alors l'idéal, après, une fois que vous avez fait tout ça, les arbres, c'est laisser pousser ou mettre l'ail des ours, hein, ou l'ail des bois. Hein. Parce que là où il y a l'ail des bois autour des arbres, l'ail des bois fait des sécrétions incroyables pour neutraliser les maladies à champignons. Hein. C'est un préventif formidable. Hein. Donc au pied de tous les arbres fruitiers, de tout machin, il devrait y avoir de l'ail des ours, de l'ail des bois. Et si on n'a pas ça, au moins mettre un ail ordinaire, mais le laisser devenir vivace. Ah, parce que si vous le laissez, il va devenir vivace. Mais les ailes ordinaires, je veux dire cultivés, civilisés, plus civilisés, ne font pas autant de sécrétions que les ailes sauvages. Vous allez chercher Qu'est-ce qu'on peut faire des graines de l'ail des ours? Ça se plante? Quand ça se plante? Oui, ressemer maintenant. Là. Oui, mais quand? Maintenant. Ah oui, c'est maintenant que la nature ressème. C'est maintenant qu'il se ressème. Actuellement, l'ail des ours fait une boule avec plein de petites graines. Ouais. Donc on coupe ça et on va mettre ça là où on a envie que ça Mais c'est pas de l'ail des ours. Il vient de chez toi. Ouais, mais ça ne fait pas de boule, hein, ça fait un... Oui, non, mais ça fait une... Ouais, c'est ça. Pas de boule, parce qu'il y a des ailes qui font des boules, hein, vraiment des boules. Hein. Mais là, l'ail des ours et l'ail des bois ne fait pas de boule, il fait une ombelle, une espèce de... Et c'est maintenant que les graines, les mûrissent, qui sont bonnes, qui se ressemblent, donc c'est maintenant. Parce qu'après, une fois que l'ail, les graines de tous les allumes d'ailleurs, une fois qu'ils sont entrés en dormance, qu'ils ne sont pas semés tout de suite après la récolte, hein, je veux dire, dans le mois qui suit, il y en a après pour faire lever, il y en a qui mettent 3 ans hein, pour lever. Il faut 3 hivers pour sortir de leur dormance. Hein. Donc il y en a, c'est difficile. Donc le premier mois qui suit, c'est facile. Alors là, c'est une question de chance. Hein. Donc quelquefois, moi, au début, combien de fois j'ai fait, il y avait beaucoup de semences comme ça. Hein. Que ça ne levait pas, que j'ai jeté les poux après. Ah maintenant, après je dis, celui-là c'est 1 an, celui-là c'est 2 ans, et on a 3 ans pour rester dans les poux, qui doivent subir 3 hivers, 3 fois. Alors, ce qui peut arranger les choses maintenant aussi, c'est le congélateur. Donc, ce qui peut remplacer le froid qu'il faut par l'hiver. Donc, on met 24 heures ou 48 heures congélateur. C'est valable pour les semences de légumes. Hein, vous êtes un peu en retard, haricots, les pois, aux courgettes, hein, c'est limite. Ah ben, il y a encore moyen, un concombre courgette, prenez-les, mettez 48 heures congélateur, c'est comme si vous gagnez 1 semaine ou 2 semaines. Et donc, ils vont encore lever facile. Donc, vous l'emplacez, vous donnez leur dose de froid. Donc ça, c'est valable. Pour tous les semences et tout, pour gagner du temps. Les petits pois, quand il y a une année humide, pas, hein, tout ça, enfin, ils pourrissent sur les haricots, ils pourrissent quand il ne fait pas bon. Hein. Avant de lever, ils pourrissent. Enfin, mettez 24 heures ou 48 heures, à moins 18, hein, congélateur. Là, sur 24 heures ou 48 heures, ils sont levés, il n'y a pas de temps de pourri dans le sol. Et on peut mettre le paquet tel quel, il n'y a rien de spécial à faire. Ouais. Avant, c'était plus compliqué. La vie des jardiniers, avant, était beaucoup plus dure. Hein, parce qu'ils disaient qu'il fallait tremper pendant 24 heures ou 48 heures dans l'eau tiède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui écrivait ça, il ne se rendait pas compte. Hein. Ça voulait dire veiller pendant 48 heures. Hein, parce que pour maintenir l'eau tiède à 25 degrés pendant 48 heures, on ne va pas. Hein, donc, il faut être à côté de son fourneau et puis faire pendant 48 heures ou 24 heures hein, pour maintenir l'eau tiède. Là, c'est beaucoup plus facile le congélateur. Hein. Ouais, il y en a qui racontent des trucs et qui ne l'ont jamais fait. Hein. Sinon, ils ne marqueraient pas ça comme ça. Hein. Il y en a beaucoup qui préconisent des fixateurs d'azote au pied des arbres ou alors des Ah, surtout pas. C'est le trop d'azote qui provoque les maladies à champignons. Mais il faut de l'azote, pour tout, il faut de l'azote pour pousser. Mais c'est le trop d'azote qui fait le... Et c'est pour ça que c'est bien la permaculture, c'est-à-dire les légumes et tout, au pied des arbres fruitiers, c'est que les légumes prennent l'excès d'azote qu'il pourrait y avoir pour les arbres. C'est un équilibre. C'est les légumes, mettez un chou au pied d'un arbre pour les autres. Eux, ils ont besoin plus d'azote. Et donc, l'arbre s'en trouve privé. Mais s'en trouve privé dans le bon sens. C'est bon pour ce que nous, on veut. Ah ouais. C'est ça. J'avais une question. Si on ne peut pas avoir d'ail des ours pour X raison, est-ce qu'on peut mettre éventuellement empailler de la prêle? Parce que c'est pour les maladies cryptocarmiques. N'importe quoi, n'importe quel paillis. Hein. Bon, n'importe quel paillis.
Hein? Ah oui, n'importe quel pays. Du moment que c'est protégé, que la terre au pied n'est pas tassée. Hein? Moi, dans mon jardin, pour les légumes, il n'y a plus de problème. Hein? Il n'y a jamais d'eau au départ. Jamais. Le jardin n'est jamais arrosé et toutes les plantes sont repiquées à sec. À sec. Donc sans eau. Même maintenant? Ah ben maintenant, bah oui, je viens de repiquer tout. Ah ouais, les plantes, ils vont venir costauds, ils vont faire. Il n'y a jamais rien de perdu. À partir du moment où une terre devient vivante et avec suffisamment d'humus, pour faire, c'est un bienfait formidable. Si vous mettez de l'eau, en surface, il va se former une croûte, hein, et la plupart des plantes vont mourir asphyxiées. Hein. Non, 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 c'est bien, sans eau, sans rien. Et pour résister aux maladies et aux prédateurs, repiquer sans rien, sans eau, sans rien. Je vous l'ai dit ça pourquoi c'était quoi la question? Ah ben le paillis, voilà. Mais pour les arbres fruitiers, au départ, en tout cas, le paillis pendant 1 an, en tout cas, est très bon. Et même après, quand ça suit, tous les tailles et tout ça, là, alors, il y a plusieurs trucs. Donc c'est bon, c'est bon et c'est pas bon, le truc qu'on m'a déjà dit, conseiller, mais je l'ai fait, ça peut être, comment fait du BRF, là, du bazar. Il y a beaucoup de bois, on pourrait penser que c'est l'idéal, mais c'est pas vrai, c'est pas l'idéal. Ça dépend de tout et machin. Broyer le petit bois et pour le mettre. Parce que, alors, bon, c'est bon, par exemple, si on mettait au pied des arbres, ou bien au pied des légumes, mais surtout au pied des arbres, du BRF, là, du bois pas trop gros, fraîchement, c'est formidable, au pied des arbres, ça va donner des résultats formidables. Mais on oublie aussi que les arbres ont besoin de pollinisateurs. Et que notre jardin, il nous faut des hérissons, des crapauds, des grenouilles, des bourdons, des abeilles et tout ça. Alors comment ils viennent? C'est pas dans l'agriculture moderne et dans les jardins modernes où il n'y a pas un brin d'herbe, où il n'y a pas rien, où c'est tout propre. J'appelle ça moi le jardin au Javel. C'est le jardin anti-vie, hein? Bah ouais, le jardin. Comment tu veux qu'il y ait des bourdons, des abeilles sauvages? Il n'y a rien pour te protéger. Donc, avant par exemple, de broyer, il faut voir si ça vaut la peine. Il faut énormément. Parce qu'avant ça, il faut faire, ce qui est beaucoup plus utile, c'est faire des gros tas dans son jardin, avec les machins de taille, les troncs, le maïs, le topinambour, tous les grosses, hein, les trognons de choux, tous ces gros bazars, faire un gros mont avec ça, par-ci, par-là dans son jardin. Parce que ça, c'est des refuges, l'hiver, pour les hérissons, les crapauds, les grenouilles, les abeilles sauvages, les bourdons, qui vont trouver, hein, et c'est ceux-là qui vont polliniser nos arbres. Par ici, ce n'est pas les abeilles domestiques, hein, dans le nord. Les abeilles domestiques sortent les meilleures, sortent à 15 degrés, mais généralement, les abeilles de ruche, c'est 18 degrés, hein, pour sortir. Hein. Il faut du soleil, sinon ils ne sortent pas. Ben, par ici, tous les arbres sont déjà pollinisés ou pas pollinisés quand les abeilles sortent. Hein. Ceux qui sortent, c'est les bourdons. 2 degrés au-dessus de zéro, les bourdons sont déjà là, 2 degrés. Et les abeilles qu'on appelle sauvages, les abeilles solitaires, ils vivent par petits groupes de 20, 50. Et ceux-là sortent entre 6 et 8 degrés, ils sortent déjà. Plus tous les autres insectes. Que je parle, fourmis, tout ça. Pour avoir tout ça, il faut des endroits sauvages, des monts comme ça, de broussailles, de tout, où chacun va trouver son, je vais dire, comme on appelle ça, son hôtel à insectes. Ouais. Les Occidentaux, notre machin, on est tellement devenus cons qu'on pense que les insectes, ils ne savent plus faire eux-mêmes leur machin, il faut leur fournir des hôtels à insectes. On est quand même vraiment fort décadent, on est devenus... Et même, on fait nous-mêmes les trous parce qu'on sait peut-être qu'ils vont plus savoir faire les trous qu'il faut. Hein. On ne sait jamais. Hein. Ils sont devenus tellement... C'est la crise. Alors qu'il suffit de mettre... Je veux dire, c'est simple en somme. Hein. Il suffit de mettre des gros mots par-ci par-là, absolument indispensables, même pour certains oiseaux et tout. Mettre des gros mots, chacun là-dedans va faire son nid, va trouver ses formules, et pour passer l'hiver, pour se protéger, pour faire, hein, absolument. Les abeilles sauvages, ils vont en dessous, hein, les bourdons aussi, dans la terre, mais il faut qu'ils soient couverts et tout. Donc il faut absolument. Hein. Avant, dans toutes les maisons, avant, je ne parle plus longtemps, il y avait des fagots, hein, les gens faisaient du bois, donc il y avait des endroits comme ça où les animaux et tout ça pouvaient se réfugier. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est nu, comment que tu veux faire. Donc c'est ça le premier truc. Donc c'est pour ça qu'il y a un dilemme. On va broyer, c'est plus vite, c'est plus efficace tout de suite, mais en court-circuit les autres. Surtout que maintenant, la tendance, et ça c'est bien, dans les forêts, partout, on a constaté, on ne retire plus, on ne brûle plus les bois morts et les troncs et les vieux troncs. On laisse tout ça, hein, parce que dans ces bois morts et tout ça, dans ces troncs, il se développe tout plein de champignons, de bactéries, d'insectes, qui sont la nourriture des oiseaux, des autres champignons, et la forêt est beaucoup plus saine quand il y a tout ça, donc on refait le circuit. Ah ben, il y a moyen dans son jardin de refaire ça. Quand on fait un compost à part, par exemple, ou un broyage,
on court-circuite toute une série de champignons, de bactéries, d'insectes qui sont faits pour dégrader tout ça. Et donc qui servent, eux, de nourriture à tous les autres. Donc c'est toute une chaîne d'équilibre. Hein. Et donc c'est pour ça que moi je préfère... Bon, ça ne met plus longtemps. Et il y a des mots comme ça. Alors les gens vont trouver que c'est sale, que c'est ici, que c'est là. L'eau de Javel, ça c'est propre. Un mot comme ça, d'ordure, c'est sale. Donc la notion, il faut absolument... C'est ça qui est dur quelquefois, vis-à-vis de ses voisins. Les voisins qui gâtent, tous les mauvais herbes, les sales gâtent. Il y a même mis, la dernière fois, c'était un vieux matelas de laine. J'avais mis là sur un vieux... La laine est comment je veux dire, un fertilisant formidable, hein, incroyable, hein, pour le jardin. Donc la vieille laine, comme le vieux coton, mais la laine c'est terrible, hein, très utile. Mais pas en mettre directement. Il faut mettre là où par exemple j'avais mis les gros troncs d'arbres et tout ça. Et donc la laine là-dessus, tout le monde allait trouver. Et même les oiseaux, allez prendre cette laine pour faire le nid et tout ça. Oh, j'ai même eu la police à cause que j'avais mis un vieux maintenant, les voisins. Tu es embêté avec un seul ménage voisin. Les autres sont un qui... Tout. Ils ont fait venir la police parce que j'avais laissé pousser des orties. Et j'ai eu un procès en plus. J'ai eu un procès. Il y a déjà une bonne dizaine d'années. Hein. Maintenant, on n'oserait plus. Mais eux, j'ai eu un procès, mais j'avais des orties. Oh, ça a bardé. Ça a bardé. Ils ont annulé, hein. J'ai pas payé. Oh, j'aurais préféré aller en prison. D'ailleurs, j'avais espéré. Bon, j'ai dit, ça c'est... depuis mon service militaire, j'ai plus été en prison. C'est une chance, hein. Je dis, on se pose bien, on est bien là. Je dis là, c'est l'occasion maintenant, je vais être pénard, je vais pouvoir faire ma retraite. 8 ou 15 jours de prison, ça va faire du bien. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore ma belle-mère. Depuis, les choses se sont arrangées. J'ai moi entendu, non, ils ont annulé le procès. Vous avez dû couper les orties alors? Pardon? Vous avez dû enlever vos orties? Non. J'ai été trouver les échins et bourgmestre et tout. Et ils sont descendus et tout. J'ai dit c'est un des meilleurs légumes dans le hasard. Et les orties, c'est 90% des papillons se reproduisent par les orties. Hein. On a eu une conférence sur les papillons il n'y a pas longtemps. 90%, 90% des papillons se reproduisent. S'il n'y a plus d'orties, il n'y a plus que 10% des papillons. Alors on va avoir un monde où il n'y a plus de papillons. Moi je veux bien, mais c'est plus un monde vivable. Hein. Imaginez un monde où il n'y a plus de papillons, où il n'y a plus d'oiseaux, où il n'y a plus de... écoute, c'est dingue quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Allez, merde. Il faut... La nourriture, les papillons se reproduisent, 90% des papillons par les orties. Et d'autres insectes aussi, hein, oui, absolument indispensables. Et en plus, c'est un légume. Tous les jours, nous, la soupe avec orties et tout, plein d'autres, mais tous les jours. J'ai des orties, ils font 3 mètres de haut maintenant. Ils sont magnifiques, c'est délicieux. Celui qui n'a jamais goûté, ça, une soupe d'ortie, ça allait comme ça piquant et tout, mais il n'y a rien de plus doux qu'une ortie une fois qu'elle est cuite. Hein, pas en crudité. Ben si, maintenant, il y en a maintenant qui mangent en crudité. Il y a un truc pour les manger en crudité. Oui, je crois qu'il faut laisser X heures, ou bien une demi-heure dans du vinaigre ou quelque chose. Mais ça, j'ai pas encore essayé. Jusqu'à maintenant, je préfère encore toujours le paquet de frites avec de la mayonnaise. Et des orties. C'est pas des frites. Hein? Des orties. Je préfère ça que les... Non, mais les orties en soupe, c'est formidable. Les frites de nos jours sont délicieuses. L'important dans tout ça aussi, il faut dire, quand on fait un jardin comme ça en permaculture, c'est-à-dire les arbres fruitiers, tout ça, c'est le moral. Hein. On met, c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Donc on redevient créateur, on fabrique quelque chose. On fait un endroit où on se sent bien. Et quand on se sent bien, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait 90% des maladies qui sont éliminées. Hein. Il y a 90% des maladies qui sont dues au stress, au comportement. 90%. Il y a 10% de maladies organiques. Mais tout le reste, et beaucoup de maladies qu'on croyait avant organiques, c'est pas vrai, dépendent du stress, du machin qu'on n'est pas bien. Donc faites un jardin dans lequel vous êtes bien, hein, même si on peut se moquer de vous à cause de certains trucs, et que vous êtes bien, c'est déjà ça, vous allez vivre beaucoup plus vieux, mais ça, je n'est pas sûr que c'est... Vous allez emmerder vos petits-enfants, là, encore longtemps. Non, les arrières. Il n'est pas sûr que c'est un bien. Non, c'est pas sûr que c'est un bien, hein, à un moment donné. Tout à l'heure, vous avez parlé de planter de l'ail d'ours en dessous des arbres. Pardon? En dessous des arbres. Oui. Les anciens, dans les villages de notre côté, ils plantent pour les pommiers de la Tanésie.
Ouais. Et pour les pêcher, ils vont mettre Ah, ouais. des petits trucs de citron là, Ah, avec ouais. des Mais pour le pêcher, avec des l'idéal, c'est coquilles d'œufs. c'est l'ail. Contre Ouais, là. ouais, c'est. Et Il y a des gens qui font ça, il paraît que ça marche. Il paraît que ça marche. Mais j'ai jamais essayé moi-même. Ouais. Enfin, nous, on a commencé. Mais Ah ouais, ouais. Ouais, il faut si essayer. jamais- Parce que Bon, c'est on pas peut parce tout qu'il y a des essayer, choses. en plus c'est bio. C'est pas hein. parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore que c'est pas juste, hein, donc il faut essayer, il faut faire. Et puis, souvent, maintenant, dans l'explication après, ou bien alors, c'est une connerie après, mais ça ne fait rien. Le fait de le faire, pendant ce temps-là, on ne coule pas les rues, hein, on ne va pas au cabaret. Hein, Ça ne fait pas de dégâts. C'est rien de perdu. Hein. Bon, alors, il ne reste plus longtemps. Ce qui ne se taille pas, c'est plus important de le dire. Premier, c'est les framboisiers. Pas de taille du tout aux framboisiers. Parce que les gens ont l'habitude de toujours tailler les framboisiers. Les framboisiers produisent le plus de fruits et les plus beaux fruits, au plus ils sont hauts, au plus ils sont beaux. Donc pas de taille du tout des framboisiers. Laissez ça tranquille. La plupart du temps, le bois, quand il vient mort, il se casse tout seul. Et s'il n'est pas cassé, au milieu de l'été, on voit bien les cannes, ceux qui sont réellement morts. Mais souvent, ils tombent tout seuls. Mais laissez, alors, et trouver un moyen, alors, d'équilibrer, parce qu'il y a maintenant des framboisiers qui vont à 3 mètres, 3 mètres 50. Hein. C'est là qu'ils produisent les plus beaux fruits. Alors, trouver un système, le système hollandais, par exemple, un piquet de chaque côté des machins, et un fil à 2 mètres qui les supporte. Parce que, moi j'avais regardé ça, et c'est la preuve qu'on n'est pas toujours très malin. Et il y avait mes framboisiers qui montaient comme ça, 3 mètres, 3 mètres 50. Et j'ai parlé tantôt, là, j'ouvrais la bouche, ça devait tomber dedans. Et je dis, celui-là, il ne va pas tomber dedans. Ça ne va pas. Ah ben, j'avais tort. Hein. Parce qu'avec le poids des fruits, après, comme ça, avec le poids des fruits, donc les framboisiers, ils se courbent et ils viennent tout juste à la hauteur. Hein. On sait être con quelquefois. Donc il suffit de mettre une ficelle, et les framboisiers qui montent comme ça, avec le poids des fruits, ils vont se courber, ils vont dire, il y a juste quelque chose qui doit les maintenir pour qu'ils ne se cassent pas la gueule. Donc framboisier, pas de taille du tout, hein, pas de taille. Supprimer le bois mort, mais c'est pas urgent, c'est rien du tout, et donc simplement c'est tout. Hein. Donc pas de taille. Alors, la même chose pour quelque chose qui est proche, les rubus, les mûres. Les mûres, mais c'est pas les mûres, c'est les ronces fruitières. Parce que les mûres, vraiment mûres, c'est mûrier, hein, l'arbre mûrier. Hein. Ça vaut la peine. Hein. Celui qui a un peu de place, ça vient un peu grand. Hein. Taillé, c'est le fruit, c'est un des fruits les meilleurs au monde. Donc de Morus nigra, ça s'appelle. Le vrai mûrier noir. Ah, ça vaut la peine. Les fruits, c'est incroyable. Ça fait des trucs comme ça, entre 4 et 6 cm, allongés. C'est d'un goût extraordinaire. Hein. Banane, kiwi, ananas, c'est un goût selon le... Et ça produit pendant 3 mois. Il est où déjà 5 ou 6 arbres. Il est où déjà là il y en a plusieurs endroits. Ah, c'est formidable. Non, vraiment, un des meilleurs fruits au monde. Alors, on ne le trouve pas dans le commerce, on ne sait pas le vendre, c'est impossible. Quelquefois des confitures, parce que quand il est cueilli, mûr, il se rétale, quoi. On ne sait pas il faut manger tout de suite. Hein. On ne sait pas conserver, on ne sait rien faire. Ça vaut la peine. Alors maintenant, je parle ici des ronces fruitières, qui produisent des fruits qu'on appelle des mûres. Mais c'est des ronces fruitières. Hein, en Picard, on appelait ça... j'ai oublié le nom Picard, maintenant. On parle tout en ma langue maternelle. C'est fort. J'ai oublié. Bon, ça fait rien. Allez. Alors, ces ronces, à mi-ombre, il suffit un piquet, mais assez important. Un piquet, un poteau, machin. Parce que, aussi pas de taille. Si on fait une taille, c'est une taille de limitation. C'est-à-dire pour qu'il court. Mais au plus loin il court, au plus long il court, au plus il fait des fruits. C'est la même chose que pour les framboisiers. Au plus on sait le faire aller. Hein, donc, avec, par exemple, les ronces, il faut essayer de faire des... Dans mon jardin, vous allez voir, là, il y a une allée qui a tout plein des ronces différentes. Et je les fais aller, passer de l'autre côté, ou bien je les fais aller dans les arbres, loin. Donc, au plus loin, ils peuvent aller s'étaler, au plus il y a des fruits, au plus ils sont bons. Donc, s'il y a une taille, c'est simplement une taille de limitation, parce qu'on ne veut pas où ils vont. Mais au plus loin ils vont, au mieux. Et ça dure, pas de taille aussi, parce que le même pied peut donner des fruits, donc les mêmes pousses, pas le même pied, les mêmes pousses, les mêmes branches, peuvent donner des fruits pendant jusque 3 ans et 5 ans. Donc
Il y a beaucoup de livres qui marquent que c'est comme les framboisiers, après un an, les cannes ils sont mortes, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça repousse. Donc il faut attendre vraiment longtemps. Tout à coup, on dirait que tout est mort, tout est sec, et puis tout à coup, les grosses cannes, tout à coup, bouf, ça se remet à végéter, à refaire de la végétation. Donc c'est l'arbre le plus productif du jardin. 5 à 10 kilos de fruits par pied de mur, par pied de ronces fruitières. Et il y en a de tous les goûts. Celui qui veut des acides jusqu'au très sucré, et à partir de, je dis maintenant, jusqu'au gelé, il y en a là. Et c'est facile comme tout, ça pousse n'importe où. En mi-ombre, en plupart, pas plein soleil, en mi-ombre, n'importe où, mi-ombre, et faire courir. Donc ça s'appelle les ronces fruitières. Hein. Ça se bouture bien, ça. Et ça se bouture facilement. Ah ouais, vous prenez une pousse, vous mettez en terre, et c'est parti. Ah ouais, ça se bouture très facilement. Je l'ai taillé fort cette année. Hein? Je l'ai taillé très fort bon? parce qu'il venait très grand. Mais il repousse, il repousse. Ah ouais, il repousse. Ouais. Mais l'idéal, je dis, pour la production fruitière, il n'y a pas. C'est le minimum de temps qui fait le maximum de production fruitière. Ah ouais, quelquefois, il faut. Et donc, les branches, il faut attendre qu'elles soient vraiment mortes. Donc, il faut attendre. Maintenant, on sait le voir, à peu près. Maintenant, donc, tout est bien repris, les nouvelles. Maintenant, on sait voir les cannes qui sont vraiment mortes. Alors, on peut faire le nettoyage et tout de ces cannes. Alors, oui? Ce qu'on appelle les ronces américaines. Ah non. Pas autre chose, ça. Non, c'est les myrtilles américains, tu parles. C'est les roses sauvages qui ne. Enfin, comme les sauvages, mais qui n'ont pas d'épines. Oui, c'est ça. Américaines? Chez nous, on appelle ça les roses américaines. Ah bon? Ah, je ne sais même pas que j'entends. Ah non, c'est pas américain du tout. Non. Si c'était américain, j'en mettrais pas. Il y a encore une question, Julien. Ouais. Quelle distance il faut entre les framboisiers ou les ronces? Ah, les framboisiers, ça fait des haies. Hein. Au départ, on met tous les 30 cm, mais après, tout va se remplir. Hein. Il ne faut pas les déplacer si c'est tous les 30 cm. Il faut pas quoi? Les déplacer si c'est Non. Après, il faut. Après, ça. Comment je dis? Ça s'épaissit. Mais il faut. Si ça ne gêne pas, il faut laisser. Il faut juste prendre ceux qui vont plus loin. Et les tirer, les mettre ailleurs si on veut, ou bien les supprimer. Hein. Mais non, il faut. Non. Les ronces sans épines, dites américaines, comment vous faites quand vous faites faire un bouturage, pour qu'ils ne produisent pas des épines? Une seule fois, on n'a pas eu d'épines, et toutes les autres fois, on a des épines dessus. La bouture fait jamais. La bouture, de toutes les boutures, la bouture reproduit toujours fidèlement le pied mère. La bouture, pour n'importe quel végétal. La bouture reproduit exactement le pied mère. On a un mûrier sans épines. Si c'est un sans épines, ça va être sans épines. Et on a des épines dessus. Non, c'est pas possible. Il faut le marcoter, sinon. Marcoter. Mais même ça, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a eu quelquefois du pied, c'est parti du pied en dessous. Du pied sauvage, du porte-greffe. Parce que c'est greffé pour avoir telle ou telle variété. Alors quelquefois, ça part du porte-greffe. Alors là, c'est épineux, ça revient au sauvage. Sinon, non. Quand c'est sans épines, ça. Non. Tous les boutures reproduisaient fidèlement. On peut faire des boutures aussi au framboisier, au groseillier et tout, comme maintenant. On taille, je n'ai pas dit tantôt, on taille, et puis on met dans la tête 10 cm, et puis la plupart, c'est parti. Les ronces, alors, les derniers trucs qu'il ne faut pas tailler aussi, enfin, peut-être pas dernier, j'y pense, il y a peut-être des autres encore. Non, il y a 2 autres encore. Kiwi et vigne. Les vignes, tailler, c'est un truc pour faire du vin, professionnel. Pour avoir beaucoup de fruits, et des fruits de table et beaucoup, il faut laisser le maximum pousser. Il y a des pays entiers où on fait pousser au pied des arbres, qu'on laisse grimper dans les arbres. Alors, un truc, c'est, le noyer ne supporte rien. Le noyer, c'est l'arbre le plus agressif qu'il y a. Il est agressif par ses racines, il met des sécrétions pour tuer tout, pour faire son espace vital, mais aussi par ses feuilles, par les branches, tout est toxique dans le machin. Sauf le fruit mûr. Tant qu'il n'est pas mûr, il est toxique. Il y a des gens qui font du torteau avec du fruit pas mûr, là. Pour la santé, c'est pas l'idéal. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire. Donc noyer, donc il est toxique partout. Sauf en association avec la vigne. Donc on peut très bien, donc il y a toujours des choses curieuses dans la nature, comme ça, c'est pour ça, il faut rien rejeter. Donc quand on met des vignes au pied, pas tout à fait au pied là, il va mais un peu plus loin, et puis quand on fait courir et qu'on fait monter dans l'arbre, ils vont, très bien, on aura des noix et tout plein de vignes. Et il va monter, il va coloniser, donc ça, à ce niveau-là, ça s'allonge bien. C'est une des idées,
Mais on peut laisser la vigne grimper sur les autres, n'importe où. Bon, il faut savoir maintenant. Donc, si c'est une taille de limitation qu'on ne veut pas voir qui va par là. Mais au plus loin on laisse aller, au plus il va faire des grappes et au plus le raisin va être bon et sucré. Voilà. Ouais. On n'est pas obligé de croire. Hein, et alors, les kiwis, j'ai pas parlé. Ah ouais, les kiwis, c'est la même chose. C'est une liane, hein, comme le machin. C'est l'herbe le plus sûr qu'il y a par ici. Donc, il y a des variétés de kiwis donc, qui gèlent à moins 26 jusqu'à moins 34. Donc, les plus faibles, ceux qui résistent le moins, c'est moins 26. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un arbre de Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un arbre tropical, c'est un arbre de Sibérie et de Chine du Nord. Donc, il résiste à tout. Costaud comme tout. Voilà. Donc, c'est l'arbre le plus productif par ici. Là, il y a un pied femelle, mais il faut un mâle et un femelle. Les pieds femelles produisent 2 à 3 000 fruits par pied, quand on les laisse libres. Donc, mais quand ils sont bien implantés quelque part et qu'ils se plaisent bien, ils font 5-6 mètres de nouvelles pousses par an. Donc, alors, l'idéal, c'est les plus beaux fruits et le plus de fruits, c'est sur les branches les plus longues, encore, le plus loin. Donc, encore une fois, redire l'idée de faire le plus grand parcours possible, la pied femelle. Donc, de faire aller, par exemple, l'attacher sur des fils, le faire aller ou bien au-dessus d'une cabane, ou bien, je ne sais pas quoi, mais le faire le plus de parcours possible, c'est là, ils sont là, les kiwis, il y en a là, ils sont en fleurs, là, en plein de fleurs. Oh, dimanche passé, c'était rempli de bourdons, là, derrière, là. Oh, voyez, c'était rempli de bourdons, mais ils sont partis dormir, seulement, là, maintenant. Ce que nous, on va faire bientôt. Hein. Non. Donc là, c'est l'arbre le plus sûr qu'il y a par ici. Donc, ça ne gèle pas, et ça fleurit maintenant. Donc, en mi-juin. Donc, en mi-juin, il ne gèle jamais plus en mi-juin, en tout cas par ici, en mi-juin, il ne gèle plus. Donc, une fleur, c'est un fruit. Donc, il n'y a pas, c'est l'arbre le plus sûr. Jusqu'à maintenant, pas de maladie, pas de prédateurs connus, rien du tout. Donc, c'est l'arbre, mettez des kiwis partout. On peut les mettre sur un grillage, donc il faut un support. Mais on peut très bien les mettre aussi au pied d'un arbre. Hein. Un grand arbre, il va y avoir, moi, au bout là-bas, j'ai des pommiers, je les ai mis au pied des pommiers, et donc j'ai des pommes et des kiwis. Hein, et il y a beaucoup de variétés, hein, des variétés à petits fruits, à gros fruits, ça vaut la peine. C'est l'arbre, par ici, je dis, dans nos régions, c'est l'arbre le plus sûr, la production la plus sûre. Et c'est formidable. C'est bon, mais il faut les laisser aller selon les variétés. Les plus belles variétés, je veux dire la variété à gros fruits, la plus belle variété, il ne faut pas la tirer avant les premiers gels. Hein, ça veut dire novembre, décembre, quelquefois. Donc il faut le laisser aller, et c'est les premières fois qui font que ça va maturer. Alors vous avez des gros fruits sucrés et tout. Si vous les tirez trop tôt, ils ne vont pas sucrer, ils ne vont pas devenir sucrés. Sauf les variétés à petits fruits, hein, qui mûrissent plus tôt. Vous avez un avantage avec ce fruit, c'est que vous les gardez jusqu'en mars. Ah oui, dans des caisses sur l'escalier de la cave. Vous pouvez le garder très longtemps, et même plus, sans difficulté. Ah oui, et même plus tard. Sans problème. Formidable. Jusqu'à Pâques, oui, avril, ça ici. Mais quand vous laissez monter des kiwis ou des arbres, des ronces dans vos arbres, vous n'étouffez pas l'arbre. Je suis un peu étonné. Ah non. Oh ben, il faut le garder. Hein. Si ça fait trop d'ombre, alors il faut intervenir. Mais généralement, non. Ah non. Ça pousse tout droit, puis ça va. Ça coule, ça fait... Non. Sur plusieurs arbres à la fois. Non. Moi, je fais aller d'arbre en arbre, par exemple. Je fais poser sur un arbre, comme ça. Pour les voir, là, je fais aller plus... Non. Ça, j'aime pas. C'était une glycine. C'est toujours une question d'observation. Ah oui, il faut regarder que... J'ai quand même presque tué un noyer en laissant monter une glycine. Ah ouais, ça. Mais c'est une glycine, c'était pas un... Glycine, c'est fort agressif, c'est fort... Ah ouais, ça laisse pas la lumière pour les autres, hein, c'est ça. Non, mais ça a étranglé les branches. Ah ouais, le tout c'est de savoir si ça va. Ben non, le kiwi, jusqu'à maintenant, non. Mais il a déplacé. La fenêtre du bout, là, il y avait une branche de kiwi qui était rentrée dedans. Ça a déplacé le carreau, la fenêtre de 1 cm. Hein. Pourtant, c'était cimenté dedans et tout. Hein. Ah ouais. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de carreau brisé, tout ça, que je l'ai vu à temps, j'ai coupé. Ah ouais, c'est une force formidable. Ouais. Mais c'est bien, c'est beau, c'est bon. Mais il faut un mâle et une femelle. Hein. Enfin, un mâle peut polliniser les femelles dans un rayon de 50 mètres. Voilà. Donc, entre parenthèses, les mâles des kiwis sont plus costauds que nous autres. Hein, pour le diser dans un rayon de 50 mètres, on va la fois. On va moral. Hein. Il y a une dernière question.
que j'ai pas vu, ouais. Le milieu de la vigne, hein. De la quoi? La vigne quand elle est malade, en fait. Le milieu, on peut le mettre au pied aussi. Ah ouais. Tout. Les pommes de terre, les tomates, et tout aussi. Sitôt qu'il y a un milieu, une maladie qui apparaît, il faut mettre au pied. Hein. Ouais. Faut mettre au pied. Mettre au pied, hein. Ouais. Le plus vite possible. Hein. Ah ouais. Ou bien faire une dilution. Si on veut accélérer, mais on ne fait pas. Si on veut accélérer, mettre les parties malades, les feuilles, les machins malades, dans de l'eau pendant 2-3 jours, et puis arroser avec cette décoction pour accélérer les choses. Mais enfin, moi j'aime pas beaucoup d'accélérer les choses. Je laisse faire la nature, je mets au pied, et puis voilà. Mais il y a toutes les conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que au plus vous avancez en permaculture, c'est-à-dire au plus il y a biodiversité de tout, et au plus le sol devient vivant, au moins il y a des problèmes d'ordre de maladies et d'insectes. Hein. Il y a de plus en plus d'insectes, de plus en plus. Mais ils s'équilibrent l'un à l'autre, ils se bouffent l'un à l'autre. Il y en a qui et les maladies à champignons. Il faut aller voir, 2000 arbres fruitiers, il faut déjà chercher pour l'avoir. Hein. Ou bien quand il y en a, ça ne fait pas de dégâts, c'est rien du tout. Hein. Donc c'est ça. Donc c'est l'amélioration générale qui fait. Hein. Donc tout doucement, on arrive à ça. Au début, il y a tout, après plus. Hein. Au fur et à mesure, j'ai vu ici. Même les fruits, hein. Les golden, les machins, des fruits que j'ai mis. Au début, il y a longtemps, je me souviens, c'était immangeable, hein, les petits fruits de bazar. Et au fur et à mesure que la terre est devenue vivante, j'ai eu des beaux fruits, même avec des golden et des... vraiment, c'est très surprenant, même. Des arbres qui sont réputés malades, qu'on ne sait pas avoir sans pulvérisation et tout ça. Dans un bon cadre, dans un bon milieu, ils se comportent bien. Voilà, c'est ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Hein. Ce n'est pas seulement la variété. Hein. C'est le sol dans lequel il est, c'est la façon de traiter. Il y a beaucoup d'affaires. Hein. En parlant de maîtrise de la nature, je suppose que les arbres en espalier, c'est pas ton truc, mais est-ce que tu as des préconisations? Est-ce que espalier naturel, si. Hein. Est-ce que tu as des préconisations particulières pour les arbres en espalier? Parce que là, tu dis couper les grosses branches, laisser pousser les non, horizontales. Quand on a les jeunes plants, les jeunes arbres, au départ, ils ont une orientation. Il faut les mettre, si on veut faire des espaliers, il faut les mettre dans le sens, le plus de branches comme ça. Une fois qu'ils sont... on coupe ceux qui dépassent. C'est pour ça qu'on ne veut pas voir, et il va faire un espalier naturel. Donc tu rabats tout ce qui ne suit pas le mouvement en espalier de l'arbre. C'est ça, oui. Rabat, mais pas à ras, hein. Si on estime qu'il faut 50 cm, on peut faire 25 cm de chaque côté de l'arbre, par exemple. Hein. Voilà. Si on dit que l'arbre peut prendre 50 cm, ça dépend. Si on trouve qu'il doit prendre moins, en fonction de ça, voilà. C'est ça. Et le reste, on laisse. Ouais. Mais les fruits sont plus longs à venir aussi. Les fruits. Plus longs à venir? Oui. Non. Je pense pas. Non. En faisant un espalier, non? Oh non, à partir d'un arbre naturel, non. Non, mais c'est ceux, les pépiniéristes qui forment, eux, ils suppriment les fruits, hein, pendant 4-5 ans pour former l'espalier, là. C'est pour ça que ça coûte cher, hein. Ils font l'espalier, ils forcent, ils lient, ils attachent, et ils suppriment tous les fruits, hein. C'est pour ça qu'après, tu as beaucoup de misère, quelquefois, des espaliers qui ne portent plus, hein. Et qui sont malades et tout, tu as payé très cher pour un arbre, là, au début, j'étais vu avec ça, Je pense que tu vas gagner quelques années, le mieux, c'est les sions. Mais nous aussi, généralement, c'est des arbres, quand on fait les achats groupés, c'est des arbres de 2 ou 3 ans. Des buissons de 2-3 ans. On a bon marché, très bon marché, 2-3 ans. Et là, ça vaut la peine. C'est mieux que les sillons. Parce que celui qui ne s'y connaît pas, à partir de sillons, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu as déjà un petit buisson de 2 ans, 3 ans, tu as déjà des branches et tout, tu vois déjà comment... Tu vois déjà comment il va pousser. C'est à quelle date la commande? Pardon? Fin d'année. À quelle date la commande? Septembre. Quoi ça? Les commandes d'arbres fruitiers. Ah oui, il faut regarder là. Alors, le plus dur aussi, mais j'ai laissé ça pour la fin. Hein. Le plus dur dans tout ça, on fait la permaculture et fait tout ça pour les arbres fruitiers, c'est d'arriver à bouffer tout. Hein. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Hein. Si on a résolu, il faut un grand esprit de partage. Il faut donner. Avec les oiseaux, avec tout le monde, avec les amis, avec la famille, parce qu'on n'arrive pas à bouffer tout ce qu'il y a produit. Hein. C'est le plus grand problème. Hein. Ça, donc, obligatoirement, il faut partager. Partager avec les oiseaux, avec les vers de terre, avec tout, avec les gens. Après, quand tout est là, c'est pas suffisant. Hein.
Pourtant, je vous assure que je fais mon mieux. Hein. D'ailleurs, j'ai une question en fait. Pour l'instant, je suis en train de défricher un grand terrain. Là, dans le fond, il y a plein de ronces sauvages. C'est ce que c'est, hein. Plus on coupe, plus ça repousse. Et je voudrais y mettre des fruitiers, quoi. Est-ce que c'est une méthode de. Enfin, peut-être la même chose ici. Pensez avec une bonne tondeuse à gazon. Hein. Simplement. Pour broyer sur place les ronces et tout. Ah, moi, je suis à la débroussailleuse pour l'instant, mais bon. Ah, débroussailleuse, ouais. Mais, et tenir dessus après 2-3 ans, que tu coupes, il ne va plus. Ouais. Ah, ouais. Ah, moi, j'ai eu le terrain, un terrain où c'était des ronces et tout. Ah, ouais, c'est bien. On peut pas les tailler pour avoir des murs dessus. Ah, avec des épines, avec des trucs, de tes blessés. Non, il faut couper. Et c'est pas obligé. Il ne faut pas chercher à déraciner, parce que ça, c'est un travail dingue, ça, c'est un travail de fou. Mais non, mais le couper, puis laisser venir en végétation, quand il pousse en fur et à mesure, tailler, faire, et il va 2 ans, 3 ans, il va disparaître. Il va venir du bois mort. Et la distance que tu préconises entre les arbres, c'est quoi? Ça dépend des variétés, mais je veux dire, au Portugal, il y a 50 cm. Non. L'idéal, c'est en dehors du terrain. Moi, je travaille aussi dans une coopérative. On a un jardin commun en 7 familles à 4 km d'ici. Là, je trouve que c'est l'idéal pour travailler en groupe. Faire un jardin communautaire ou un jardin en famille à plusieurs. Il y a des arbres fruitiers, des fruitiers, tous les 8 mètres, 10 mètres ou 12 mètres. Et donc, entre deux, c'est des bandes pour cultiver des légumes. Et donc, il y a des rangées d'arbres fruitiers qui viennent en 3 mètres à peu près, même 4 mètres quelquefois. Donc, on s'en produit énormément. Donc, il y a 1 mètre de chaque côté des fruitiers. Donc, ça, c'est les allées, en somme, c'est les sentiers. Et entre deux, il y a minimum 8 mètres. 8 mètres, 10 mètres. Et sur ces bandes comme ça, donc il y a rangée, mettons que c'est 10 mètres. Et là, tous les 10 mètres, on coupe et on met des framboisiers, des groseilliers, des machins. Donc, parce que c'est décourageant quand on travaille avec des grandes parcelles. Quand on verrait un truc comme ça qu'il faut faire, c'est décourageant. Tandis que quand on coupe avec des fruitiers et des bandins, des petites parcelles, à taille humaine, on n'est jamais découragé. On fait une parcelle, ça paraît. Quand on laisse des grandes bandes, des grands bandins, ouais, ça va. Et ça, je trouve que là-bas, ça, c'est le plus productif, au niveau des légumes et des fruits. Vraiment, là. Et ça peut être maraîcher, c'est idéal, quoi. Mais en tout cas, c'est beau. C'est beau et en même temps productif. Ici, c'est plus un jardin personnel, comme j'aime bien, comme ça et tout ça. C'est d'une productivité incroyable. Mais c'est moins productif, par exemple, au niveau des légumes. Il y a des plus beaux légumes là-bas, pour beaucoup d'affaires, pour les plus beaux légumes. Pas pour les fruits, mais que moi ici, parce que c'est un peu fort. Là. Ça dépend quoi. Donc vous avez planté dans l'axe nord-sud les allées d'arbres? Ah ben on plante comme on peut. Ça dépend. On n'a pas toujours choisi le... Ouais, nord-sud, quand on peut choisir. Hein. Ah ben ça dépend du terrain. Il faut faire le terrain qu'on a et faire... voilà, mais quand on peut choisir, parce que c'est nord-sud, comme ça, c'est éclairé des deux côtés. Et de toute façon, nord, nord-est, nord-ouest, ça c'est une grande haie pour protéger des grands fronts, des grands vents. S'il vous plaît, combien de mètres entre 2 arbres? Ah ben, ça dépend, qu'est-ce qu'on veut. Hein. Moi j'ai 50 cm. Hein. mais là-bas, c'est... Non, mais je vais dire, l'idéal, je vais dire, c'est 1,50 m. Mais entre deux pommiers, deux poignées, tout ça. Mais il faut mettre entre deux, il faut mettre un groseillier, par exemple, entre deux, hein, dans le bas, hein, ou des framboisiers, ou des myrtillers. Mais 1,50 m. Donc, avec 1,50 m entre les poiriers et les pommiers, au milieu, là, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Un groseillier, des myrtilles, des framboises, voilà. Les serrer autant, ça n'apporte pas de soucis, je veux dire, avec des racines Ah ben non, la preuve c'est ici. Non, je veux dire... non. Ah ben, on est en train d'étudier ça. L'année passée, j'ai eu une grande scientifique là, du Midi de la France qui est venue étudier ça. Parce qu'on n'a jamais eu l'impact de ça. Des arbres, les racines sur le reste, comment ça se goupillait, comment ça allait. Parce qu'il n'y a jamais vu ça, il n'y a ça nulle part. Donc ils viennent voir comment ça va, comment ça se comporte maintenant. Et elle a fait un rapport, mais... Il faut s'accrocher. Non, je n'ai pas un dictionnaire assez gros pour... surtout qu'elle a fait
pour faire sa thèse là, de Bazar. Je vais une fois lui demander pour traduire. Comme porte-greffe pour les pommiers, qu'est-ce que tu conseilles? Dans tous les domaines, toujours les plus simples, les plus faibles possibles. Donc les traits magnifiques. Et maintenant, très, ça dépend. Maintenant, ils vont très loin. Il y a plusieurs porte-greffes, M26, M106. Non, le plus faible, le M9. Le M9. Mais ça dépend des terrains. Le M9, par ici, dans les terrains riches, le M9, c'est largement suffisant. Oui. Et même, encore plus faible, s'il y a moyen, par ici, ils vont devenir assez grands déjà. Mais s'il y a des terres très pauvres ou machin, il faut prendre le M26 ou le M106. Ça dépend du terrain. M9, ça fait déjà un arbre. Le M9 ici, il fait 6 mètres. Hein. Donc, on disait, à tout un moment donné, ça a été le plus faible. Hein. Mais dans les terres lourdes, argileuses et puis très riches biologiquement, mais j'ai laissé pousser. C'était au nord, nord-est, là. Et donc, j'ai laissé. On peut très bien mettre aussi une haie là au nord, nord-est, nord-ouest, avec des poiriers ou des pommiers, qu'on ne taille pas, hein, qu'on laisse, ils vont venir même à partir de bastiges, hein. Ça va venir à 5-6 mètres, hein, et ça va produire beaucoup. Hein, Et pour les autres fruitiers, qu'est-ce que tu conseilles? Porte-greffe des poiriers, c'est quoi? Cognacier? Pour les poiriers, par exemple, on est sur quoi ici? Sur quel porte-greffe pour les poiriers? Je ne sais plus. Le conacier, ça marche bien. Hein? Le conacier. Conacier, je crois. C'est très vigoureux. Conacier, les plus faibles, toujours les plus faibles. Il faut toujours choisir dans la gamme. Maintenant, on a des cerisiers aussi, avec des porte-greffes faibles, qui font des cerisiers qui ne font pas plus que 3-4 mètres de haut. Ça, c'est une avancée formidable. Et on doit choisir ça dans le catalogue, c'est quel porte-greffe? C'est commandé à on sait avoir ici les porte-greffes au mois de novembre. Il y a la liste de tous les porte-greffes qu'on peut avoir. C'est commandé en fin d'année. Il y a là. Il faut commander en même temps que les fruitiers. Voilà. Et il y a les cerisiers faibles et tout là. Non, il y a tous les porte-greffes encore là. J'ai là tout un truc. Parce qu'on fait des cours de greffage ici, au mois de mars. Et alors je commande tous les porte-greffes de toutes sortes. Et après, il y en avait trop. Je les ai mis en jauge là, dans les seaux qu'ils attendent. Voilà. Si, avec les fruitiers. On va arrêter pour aujourd'hui. Hein. Et je voudrais encore une question. Ouais. Un fruitier qui a beaucoup de fleurs et c'est pas de fruits. C'est ça. Il est trop faux. Il y a la coulure. Une fois, ça peut arriver.